Le 29 février 2000, John Price, un homme divorcé et père de 2 enfants âgés de 45 ans, demanda aux autorités de délivrer une ordonnance contre son ex-compagne, Catherine Knight. Selon John, celle-ci avait commencé à le menacer peu après qu'il lui eut refusé sa demande en mariage. Ils avaient déjà eu plusieurs conflits sérieux qui s'étaient terminés par des violences physiques de sa part. En outre, John contacta certains de ses collègues pour leur dire que quelque chose de grave allait se produire s'il ne se présentait pas un jour au travail. Étonnamment, le lendemain, John ne se présenta pas au travail, suscitant ainsi l'inquiétude de ses collègues, qui hésitaient à savoir s'il s'agissait d'une plaisanterie. Après plusieurs tentatives infructueuses de son employeur pour le joindre par téléphone, celui-ci décida d'envoyer un employé à son domicile pour vérifier lui-même qu'il allait bien. Au même moment, l'un des voisins de John fut intrigué en voyant sa voiture stationnée devant chez lui. Il s'approcha alors de la maison et frappa à la porte à plusieurs reprises. N'obtenant aucune réponse, il alerta la police. Il régnait un silence de mort dans la maison, mais était-ce vraiment le cas ? Après avoir patienté quelques minutes devant la porte, le voisin de John jeta un coup d'œil par la fenêtre d'une des chambres afin d'écarter l'hypothèse qu'il dormait. À première vue, il lui sembla effectivement que la maison était vide. Du moins, aucun mouvement n'était perceptible. Cependant, en y regardant de plus près, le voisin de John remarqua plusieurs larges taches de sang sur le sol, près de l'entrée de la pièce. Il appela donc immédiatement la police et expliqua la situation. Les forces de l'ordre arrivèrent sur les lieux 10 minutes plus tard. Il n'était alors que 8 heures du matin. Après avoir inspecté la maison depuis la rue, les policiers ne remarquèrent rien d'anormal. Ils décidèrent néanmoins d'entrer pour lever tout doute. La scène qu'ils découvrirent à l'intérieur fut décrite comme effroyable et inimaginable. Cela dit, il ne fut pas difficile de trouver le coupable, puisqu'il était resté à l'intérieur de la maison durant toute l'opération. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à Catherine Mary Knight, une femme devenue l'une des meurtrières les plus célèbres de l'histoire australienne. Elle est née le 24 octobre 1955 à Tenterfield, une ville de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Sa mère, Barbara, était mariée à un homme nommé Jack Rogan. Ils vécurent longtemps à Aberdeen, où ils eurent 4 enfants. Cependant, Barbara eut une liaison avec Kenneth Knight, un ami proche de son mari, ce qui entraîna rapidement leur séparation. Barbara confia alors ses 4 enfants à Jack et partit vivre avec Kenneth. Ensemble, ils fondèrent une nouvelle famille, et c'est ainsi que naquirent Catherine, sa sœur jumelle, 2 frères et une autre sœur. Malheureusement, Jack Rogan, l'ex-mari de Barbara, décéda en 1959. 2 de leurs 4 enfants vinrent alors vivre avec elle. À ce moment-là, il était déjà évident que l'environnement familial dans lequel ils grandissaient était inadapté, pour ne pas dire plus. La raison principale en était sans doute que Ken, comme on l'appelait communément, était un homme cruel et grossier, en proie à de graves problèmes d'alcool. Il maltraitait fréquemment Barbara et battait leurs enfants sans retenue. Toutefois, la mère de Catherine n'avait rien d'une mère équilibrée, au sens habituel du terme. Elle allait même jusqu'à raconter à ses filles des détails intimes de sa vie conjugale. Un tel comportement parental eut inévitablement des répercussions sur les enfants. On sait que les frères et sœurs de Catherine avaient adopté les habitudes de leur père et lui avaient infligé à plusieurs reprises des violences physiques. Une fois, la jeune fille fit part à sa mère de la situation dans laquelle elle se trouvait, mais celle-ci, insensible, lui conseilla simplement d'arrêter de se plaindre et d'accepter son sort. En fin de compte, les brimades persistèrent et laissèrent une marque indélébile sur le psychisme de Catherine. À l'école, elle était une fille renfermée et maussade, persuadée que tout le monde autour d'elle cherchait à lui nuire d'une manière ou d'une autre. Elle se bagarrait donc constamment avec ses camarades de classe. À un moment donné, elle tenta même d'attaquer l'un d'eux avec un couteau qu'elle transportait secrètement dans son sac à dos. Malgré les bagarres et les querelles incessantes avec son entourage, Catherine réussissait plutôt bien ses études. Plus tard, cependant, elle se replia sur elle-même et finit par abandonner l'école. Elle trouva ensuite un emploi de coupeuse dans une usine de vêtements où elle travailla pendant environ 1 an. En 1971, à l'âge de 16 ans, Catherine commença à travailler dans un grand abattoir du même quartier d'Aberdeen. Elle y apprit à manier les couteaux et fut même promue. Selon ses collègues, elle aimait tellement son métier qu'elle le considérait comme sa véritable vocation.
elle alla jusqu'à accrocher son premier jeu de couteau de boucher au-dessus de son lit. Avant de s'endormir, la jeune fille les contemplait parfois, ce qui lui procurait apparemment un grand plaisir. En 1973, le comportement agressif de Catherine devint de plus en plus fréquent. C'est à cette époque qu'elle rencontra son premier mari, David Kellett, un jeune homme de 22 ans qui avait déjà travaillé pour une compagnie ferroviaire locale. Peu avant leur rencontre, il avait été licencié en raison de ses problèmes d'alcool. Cette circonstance l'avait contraint à trouver un nouvel emploi à l'abattoir que j'ai déjà mentionné, où il fit la connaissance de Catherine. Après avoir appris à se connaître, les jeunes gens décidèrent de se marier. La rumeur veut que leur première nuit de noces ait été inoubliable. Après avoir eu 3 rapports intimes, Kellett s'endormit, ce qui mit Catherine dans une colère noire, car elle estimait que 3 fois n'étaient pas suffisantes. Elle se jeta alors littéralement sur son mari et tenta de l'étrangler. Heureusement pour lui, elle n'y parvint pas. Néanmoins, ce n'était que le début de leur relation tumultueuse. Ils furent en effet victimes d'une série d'agressions physiques, dont la fréquence ne cessa d'augmenter avec le temps. On sait que leur dernière violente dispute éclata peu avant que Catherine n'accouche de leur enfant commun. Tout commença lorsque David rentra plus tard que d'habitude. Au lieu de lui demander calmement la raison de son retard, la jeune femme prit une poêle à frire et lui asséna un violent coup sur la tête. Voyant un filet de sang s'écouler immédiatement de la blessure de Kellett, Catherine se mit à crier et à appeler à l'aide. Alerté par ses hurlements, un voisin appela la police, ce qui conduisit à l'arrestation de Catherine. Cependant, celle-ci fut de courte durée et elle rentra chez elle quelques heures plus tard. En mai 1976, David prit finalement la décision de quitter Catherine. Il ne supportait plus son agressivité, d'autant plus qu'elle se défoulait sur leur fille après ses accès de colère. Peu avant leur séparation, il alla même jusqu'à abandonner le landau avec leur bébé sur une voie ferrée. Heureusement, un sans-abri qui fouillait les environs à la recherche de nourriture aperçut l'enfant à temps et parvint à le sauver. En apprenant ce qui s'était passé, Catherine perdit immédiatement son sang-froid. À son retour du travail, elle s'empara d'une hache et sortit dans la rue, menaçant les passants de mort. Quelques minutes plus tard, elle fut arrêtée et placée en hôpital psychiatrique, où on lui diagnostiqua une dépression postpartum. Une fois sortie de l'hôpital, Catherine se retrouva à nouveau en difficulté. Armée de l'un de ses couteaux de boucher et tenant sa fille dans l'autre main, elle s'en prit violemment à une femme inconnue. Catherine voulait qu'elle la conduise en voiture chez David. Face à son refus d'obtempérer, elle lui asséna plusieurs coups de poing au visage. Heureusement, la victime parvint à s'échapper et à rejoindre une station-service où elle demanda de l'aide. Les employés contactèrent immédiatement la police. Lorsque les agents arrivèrent sur place, ils trouvèrent Catherine brandissant un couteau dans une main et tenant son bébé dans l'autre. Une fois calmée, elle fut de nouveau internée en hôpital psychiatrique et sa fille placée dans un lieu sûr. Par la suite, l'enfant fut confié à ses grands-parents maternels, tandis que son père, David, fut informé que Catherine se trouvait dans le service psychiatrique de l'hôpital de Nouvelle-Galles du Sud. Le 9 août 1976, Catherine sortit de l'hôpital et fut confiée à sa belle-mère, chargée de veiller à ce qu'elle prenne correctement tous les médicaments prescrits. Étonnamment, quelques semaines plus tard, Catherine et David décidèrent de reprendre la vie commune. Cependant, comme auparavant, leur cohabitation pacifique fut de courte durée et le couple continua d'attirer l'attention par ses disputes incessantes. Malgré tout, le 6 mars 1980, ils eurent une autre fille. Les années passèrent et, un jour, en rentrant du travail, David constata que ni Catherine ni leur fille n'étaient à la maison. Il s'avéra qu'elle s'était rendue chez les parents de Catherine, dans une ferme située quelque part près d'Aberdeen. La jeune femme y retrouva un emploi dans un abattoir, mais fidèle à son tempérament, elle fut rapidement renvoyée. Bientôt, Catherine déménagea à nouveau et, environ un an plus tard, elle commença à souffrir de violents maux de dos qui l'obligèrent à cesser de travailler. Heureusement pour elle, les autorités locales lui accordèrent non seulement une bonne allocation, mais l'aidèrent aussi à trouver un petit appartement situé près de l'école où ses filles devaient être scolarisées. À plus de 30 ans, Catherine, grande et mince, était plutôt séduisante. Mais elle aspirait avant tout à rencontrer un homme bon et attentionné.
Extérieurement, elle semblait joyeuse et souriante, mais au fond d'elle-même, elle restait agressive, jalouse et possessive. Quoi qu'il en soit, son apparence lui permit de fréquenter toutes sortes d'hommes, dont un mineur de 38 ans, David Saunders. Il était considéré comme un homme beau et charmant, mais son principal défaut était sans doute sa consommation d'alcool, bien plus excessive que celle des autres. Malgré cela, les deux trouvèrent un terrain d'entente et, au début, leur relation se déroula sans heurts. Au fil du temps, leur relation devint de plus en plus sérieuse et ils décidèrent de vivre ensemble. David emménagea donc avec Catherine et ses filles. Presque immédiatement après son installation, les querelles et les disputes, qui faisaient partie intégrante du caractère de la jeune femme, éclatèrent au grand jour. Catherine accusait sans cesse Saunders d'entretenir des liaisons secrètes avec d'autres femmes. Le couple se disputait parfois pendant des heures à ce sujet. Un jour, Catherine mit David à la porte. Cependant, dès le lendemain, elle le supplia de revenir. Même après son retour, leurs conflits ne cessèrent pas. En mai 1987, après une nouvelle querelle violente, Catherine attrapa un chiot âgé de 2 mois et l'égorgea sous les yeux de David. Elle lui déclara alors qu'il subirait le même sort s'il osait la tromper avec une autre femme. Malgré leurs violentes disputes et d'autres événements tout aussi odieux, Catherine donna naissance à leur 3e fille en juin 1988. Peu après la naissance de l'enfant, David et Catherine achetèrent une petite maison qu'ils décorèrent ensuite d'une manière pour le moins singulière. Les murs furent ornés de crânes de vaches, de peaux d'animaux et de cornes de taureaux. Parmi les autres objets qui composaient cette étrange décoration, on trouvait d'énormes fourches, des cuillères en bois, des râteaux, des pièges à animaux rouillés, des vestes de motards en cuir usé, plusieurs selles, des bottes de cow-boy et divers autres accessoires. Tous les espaces libres de la maison étaient envahis de journaux, de vêtements sales et de vieux livres que personne ne lisait. Il ne faisait aucun doute que Catherine appréciait ce style de décoration. Peut-être même y prenait-elle un plaisir particulier. Mais cela ne dura pas longtemps, car après une nouvelle dispute, au cours de laquelle elle frappa Saunders avec un fer à repasser avant de le poignarder dans la poitrine avec des ciseaux, il décida qu'il ne pouvait plus tolérer ces violences et quitta définitivement le domicile familial. Catherine tenta bien de le retrouver et de se racheter, mais elle ne parvint jamais à remettre la main sur lui. À un moment donné, désespérée, elle alla même jusqu'à découper tous ses vêtements avant de les jeter à la poubelle. Étonnamment, quelques mois plus tard, David revint. Il voulait simplement voir sa fille. Il fut sincèrement choqué d'apprendre que pendant son absence, Catherine avait eu le temps de se rendre à la police et de prétendre qu'il représentait un danger pour elle. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'entre-temps, Catherine était parvenue à épouser un autre homme. Son nouvel élu était John Chillingworth, un collègue de son ancien travail, âgé de 43 ans. En 1991, Catherine donna naissance à son 4e enfant, un garçon. De nombreux voisins furent surpris de constater l'absence de querelles ou de conflits entre elle et son compagnon, John Chillingworth. Cependant, cela ne signifiait pas pour autant qu'ils étaient heureux ensemble. Quelque chose ne tournait visiblement pas rond, car après 3 ans de vie commune, il s'avéra que Catherine entretenait une liaison secrète avec un certain John Price depuis le début de sa relation avec Chillingworth. Cette trahison devint d'ailleurs la principale raison de leur séparation. Au départ, Chillingworth prit très mal cette rupture, non pas à cause de Catherine elle-même, mais parce qu'ils venèrent d'avoir un fils. Cependant, après les événements qui allaient suivre, il se sentit sans doute comme l'homme le plus chanceux du monde. Quant à John Price, il était déjà divorcé lorsqu'il commença à fréquenter Catherine. Il avait également 2 enfants qui, pour une raison inconnue, vivaient avec lui plutôt qu'avec leur mère. Après sa séparation avec Chillingworth en 1995, Catherine emménagea chez Price. À l'époque, celui-ci travaillait dans les mines locales et gagnait plutôt bien sa vie. Au début, leur vie commune fut relativement paisible. Cependant, Price ne tarda pas à réaliser que Catherine était une femme au caractère incroyablement fort et imprévisible. On sait qu'en 1998, elle lui demanda de l'épouser, mais il refusa immédiatement. En guise de représailles, Catherine filma tous les objets qu'elle soupçonnait Price d'avoir volés sur son lieu de travail avant d'envoyer la vidéo à son employeur. Il s'agissait en réalité de vieilles trousses médicales que Price avait récupérées dans une poubelle située dans les locaux de son entreprise.
Quoi qu'il en soit, il fut licencié. Lorsqu'il rentra chez lui, une violente dispute éclata entre lui et Catherine. Il finit par la mettre à la porte en lui disant qu'il ne voulait plus jamais entendre parler d'elle. Malgré cela, quelques mois plus tard, ils reprirent leur relation. Cette fois-ci, cependant, Price refusa de laisser Catherine revenir vivre chez lui avec toutes ses affaires. Cette décision fut à l'origine de nombreuses querelles de plus en plus fréquentes et intenses. À un moment donné, Catherine se mit à calomnier Price auprès de ses amis, prétendant qu'il abusait de ses filles, ce qui était évidemment faux. En février 2000, une nouvelle violente dispute éclata entre eux, au cours de laquelle Catherine poignarda Price pour la première fois. C'est en effet à la suite de cet événement que la fin commença à se profiler, du moins en ce qui concernait la vie de l'homme. Comme mentionné au début de cette vidéo, le 29 février 2000, Price s'adressa aux autorités afin d'obtenir une ordonnance du tribunal contre Catherine. Il contacta également certains de ses collègues et leur confia que si, un jour, il ne se présentait pas au travail, cela signifierait que Cathy, comme il l'appelait parfois, lui avait fait du mal. Il n'avait pas tort. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, ses enfants n'étaient plus là. Il s'avéra que Catherine avait profité de son absence pour les envoyer chez des amis communs. Apparemment, elle voulait lui faire croire qu'elle souhaitait une réconciliation. Vers 23 heures, alors que Price dormait déjà, Catherine entra dans la maison et s'installa devant la télévision. Elle n'eut même pas besoin d'enfoncer la porte, car elle possédait encore les clés. Après un moment, elle alla prendre une douche, puis réveilla l'homme pour avoir une relation sexuelle avec lui. Une fois cela fait, Price se rendormit, sans se douter que cette nuit serait la dernière de sa vie. Catherine avait minutieusement préparé son crime. Elle avait disposé plusieurs couteaux de boucher à des endroits stratégiques de la maison, au cas où Price tenterait de s'enfuir. Lorsqu'elle s'assura qu'il était profondément endormi, elle s'empara de l'un des couteaux, monta sur lui et lui enfonça la lame dans le corps. Réveillée en sursaut par la douleur, Price tenta de repousser Catherine, mais celle-ci parvint à le maîtriser. Pour autant que l'on sache, Catherine l'a poignardé une quarantaine de fois au cours de l'attaque. Cela explique parfaitement pourquoi, lorsque la police pénétra dans la maison, elle découvrit d'abord de multiples éclaboussures de sang sur le sol et les murs. Mais ce n'était que le début d'une scène bien plus macabre. Alors que l'un des policiers continuait à fouiller les lieux, il remarqua un rideau suspendu entre deux pièces. En tendant la main pour le décrocher des crochets, les autres comprirent qu'il ne s'agissait pas d'un simple tissu. Catherine avait immédiatement entamé le processus de dépeçage après le meurtre de Price. Une partie de la peau de l'homme servait désormais de rideau, tandis qu'une autre avait été placée dans une grande marmite où mijotaient déjà des légumes. Catherine alla encore plus loin. Elle sépara les fesses de Price, les découpa en petits morceaux et les disposa sur une plaque de cuisson. Elle sortit ensuite la vaisselle, dressa la table et plaça à côté des assiettes des petits papiers portant les noms des enfants de Price, comme pour leur attribuer une place. Il ne faisait aucun doute qu'elle comptait les nourrir avec la chair de leur propre père. Quant au reste du corps de Price, il fut retrouvé allongé, les jambes croisées et un bras tendu, dans une mise en scène troublante. Catherine elle-même gisait à ses côtés. Il s'avéra qu'elle avait ingéré des pilules dans le but apparent de mettre fin à ses jours. Cependant, elle survécut et fut transportée en urgence à l'hôpital le plus proche. Elle ne reprit conscience que le 4 mars de la même année. Ce jour-là, la police vint l'interroger sur les événements qui s'étaient déroulés. Catherine s'empressa d'affirmer qu'elle ne se souvenait de rien. Après quelque temps, ses avocats tentèrent de prouver qu'en raison de divers troubles mentaux, elle ne pouvait tout simplement pas être jugée ni assumer la responsabilité pénale de ses actes. Les autorités durent alors ordonner un examen psychiatrique afin de déterminer si elle était atteinte d'une maladie mentale. À l'issue de cet examen, 3 spécialistes déclarèrent qu'elle était pleinement consciente de ses actes au moment du meurtre et qu'elle était donc apte à être jugée. Néanmoins, ils lui diagnostiquèrent un trouble de la personnalité dit « borderline », caractérisé par une incapacité à contrôler ses émotions et ses impulsions. Au cours du procès principal, les avocats de Catherine continuèrent à plaider son innocence, expliquant les événements par des troubles mentaux et une amnésie. L'accusation, quant à elle, affirma avec fermeté que la femme n'était pas malade et que son véritable problème était d'avoir toujours agi en toute impunité, sans jamais subir de conséquences. Acculée,
Catherine finit néanmoins par plaider coupable du meurtre de John Price. Le 8 novembre 2000, le juge la condamna à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Catherine est actuellement incarcérée dans un centre pénitentiaire pour femmes appelé Civil Water. Entre ses murs, elle est surnommée Nana, un terme qui signifie « personne gentille et douce ». Elle y est connue comme une détenue qui apaise les tensions et prévient les conflits avant qu'ils ne s'enveniment. Depuis son incarcération, elle n'a jamais été impliquée dans la moindre altercation et est même considérée comme un modèle de conduite pour les autres prisonnières. Cependant, beaucoup d'entre elles savent qu'il vaut mieux garder leur distance. Derrière le masque de cette femme apparemment bienveillante se cache en réalité une tueuse impitoyable. De nos jours, les crimes commis dans les écoles et les universités n'ont malheureusement plus rien de choquant. D'ailleurs, dans des pays comme les États-Unis, il s'agit d'un fait assez courant. Cependant, le cas d'Amy Bishop est remarquable parce qu'elle ne correspond pas au portrait établi d'une criminelle. En outre, il était assez rare que des femmes commettent de tels crimes. De plus, Bishop se distinguait encore davantage. Dès son plus jeune âge, elle excellait dans ses études et obtint un doctorat à Harvard. Son mariage était stable. Elle n'avait pas de casier judiciaire et ne prenait pas de substances illicites. Pourtant, elle est devenue le genre de personne qui va trop loin en matière d'honneur et de moralité. En fin de compte, ces actes ont conduit à l'une des tragédies les plus choquantes jamais survenues dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement. Amy Bishop est née le 24 avril 1965 dans la ville d'Iowa City, située dans l'État de l'Iowa, aux États-Unis. Ses parents étaient Sam et Judy Bishop. Sam a toujours été un travailleur acharné. Il étudiait les beaux-arts à l'université le jour et travaillait comme gardien et concierge la nuit. Le futur couple s'était rencontré à l'école d'art de Boston. D'une certaine manière, ils étaient à l'opposé l'un de l'autre. Judy était une femme extravertie, dotée d'un sens de l'humour très développé, tandis que Sam était un homme taciturne et réservé. En 1968, Sam obtint finalement son diplôme et un poste d'enseignant au département d'art de la Northeastern University. Les Bishop déménagèrent ensuite dans la ville de Braintree, située dans l'État du Massachusetts. La même année, le couple eut son deuxième enfant, un garçon prénommé Sam. Braintree était une sorte de gated community, une banlieue de classe moyenne située juste au sud de Boston. Sam et Judy se fondirent facilement dans la population locale. C'était peut-être Judy qui avait conquis les gens autour d'eux. Elle s'était impliquée dans la communauté locale dès le premier jour. Elle rejoignit d'ailleurs rapidement le conseil municipal, un organe dirigeant. Elle était notamment chargée de communiquer avec les représentants du gouvernement local. Dans ces conditions, elle avait même un certain pouvoir. Quant à Amy, elle était une enfant plutôt maladive. Elle souffrait d'asthme. Ses parents durent se rendre plus d'une fois aux urgences. En raison d'une certaine impuissance et de l'impossibilité de passer du temps avec ses amis à l'extérieur, Amy s'intéressa aux sciences. À cette époque, elle rêvait de découvrir un remède contre l'asthme. Bien que la jeune fille n'ait obtenu que de bonnes notes, elle estimait que ses parents ne lui accordèrent pas l'attention qu'elle méritait. Curieusement, c'était à Seth que les époux consacraient beaucoup plus de temps. Il réussissait mieux dans ses études et était populaire à l'école. Amy, en revanche, était plus solitaire. En troisième année, elle commença à apprendre à jouer du violon. Rapidement, Seth voulut en faire autant. Après un peu d'entraînement, il surpassa de nouveau sa sœur. Ce garçon était vraiment très doué. Bien sûr, Amy n'aimait pas tout cela, et elle s'en inquiétait même beaucoup. Il était évident que la jeune fille ne pouvait pas être dans un environnement compétitif. Et Seth lui-même s'en rendait parfaitement compte. Il se sentait supérieur à sa sœur et c'était peut-être pour cela qu'il ne l'avait jamais reconnue comme une rivale. C'est pourquoi ils se disputaient souvent. Le fait que Seth soit son cadet rendait la situation encore plus difficile pour Amy. Après avoir grandi, Amy commença à étudier la génétique à l'université de Northeastern. Seth ne tarda pas à s'y inscrire à son tour. Comme auparavant, il surpassait sa sœur en obtenant d'excellents résultats et en réussissant brillamment dans ses études. En guise de passe-temps, Amy rejoignit un club de fans du jeu Donjons et Dragons. C'est là qu'elle rencontra son futur époux, un certain Jimmy Anderson. La jeune fille s'attacha rapidement à lui. C'est drôle, mais elle préférait l'appeler James. Elle trouvait ce nom beaucoup plus élégant.
À un moment donné, la compagnie d'Amy et de Jimmy entraîna une détérioration de la relation de la jeune fille avec son frère. Pour Seth, Jimmy avait toujours eu l'air d'un perdant. C'est pourquoi il ne voulait pas que sa sœur s'engage avec un tel homme. De plus, Seth insista pour qu'Amy quitte le club de jeux Donjons et Dragons et rejoigne un autre club plus populaire. D'une manière générale, le frère de la jeune fille estimait qu'elle devait fréquenter davantage d'autres personnes ayant réussi. Un soir de l'an 1985, les Bishop rentrèrent chez eux et constatèrent que les fenêtres du premier et du deuxième étage étaient ouvertes. Une fois à l'intérieur, ils se rendirent compte que les cambrioleurs, quels qu'ils soient, avaient dérobé presque tous leurs objets de valeur. La famille fut véritablement choquée par l'intrusion d'inconnus. Ce qui les inquiétait le plus, ce n'était pas la perte de leurs biens matériels, mais la violation de leur intimité. Judy, indignée, écrivit même une lettre au journal local pour interpeller les cambrioleurs. N'ayant pas obtenu la réponse souhaitée, les Bishop décidèrent qu'une telle situation ne leur arriverait plus jamais. Sam se rendit donc dans un magasin de chasse et acheta un fusil de chasse de calibre 12. Judy ne voulait pas d'armes dans sa maison, mais Sam plaça le fusil dans l'armoire de la chambre et la boîte de munitions sous la table. Avec le temps, la popularité de Seth ne cessa de croître. Malgré son jeune âge, il avait déjà remporté un grand nombre de prix lors des foires scientifiques de son université. Mais ce qui agaçait le plus Amy, c'était que son frère ne parlait même pas de ses propres succès. Elle avait l'impression qu'il les prenait à la légère. La jeune fille apprenait les succès de son frère tout à fait par hasard, par exemple lorsque son père ou sa mère lui en parlaient. En décembre de la même année, Seth vanta à nouveau les mérites de sa sœur en disant à ses parents qu'il ne voulait rien pour Noël. Les Bishop furent déconcertés par les propos de leur fils. En conséquence, Amy dut à nouveau écouter ses parents lui rappeler à quel point Seth était remarquable et apprécié. À un moment donné, Amy se mit à penser qu'elle ne pourrait jamais surpasser son frère en popularité ni attirer autant d'attention que lui. Le 6 décembre 1986, Amy, alors âgée de 21 ans, se trouvait seule dans la maison familiale. Au milieu de la nuit, elle entendit un bruit étrange et sentit que quelqu'un tentait d'entrer dans la maison. Se souvenant de ce qui s'était passé l'année précédente, elle fut prise de panique. Sa réaction immédiate fut de se rendre dans la chambre de ses parents et d'attraper le fusil de chasse de calibre 12 qui se trouvait dans l'armoire. À ce moment-là, son père avait déjà réussi à apprendre à Amy comment charger le fusil. Une fois dans la chambre, la jeune fille se dirigea vers l'armoire. Elle en sortit l'arme et l'arma. Après quelques instants, Amy était déjà prête à affronter l'intrus. Ce n'est qu'après quelques secondes de réflexion qu'elle en vint à la conclusion qu'il s'agissait probablement d'un membre de sa famille. Et c'était bien le cas. C'était Seth. Amy demanda à son frère de l'aider à décharger l'arme pour qu'elle puisse la ranger avant le retour de leurs parents. De façon surprenante, lorsque la jeune fille voulut remettre l'arme à son frère, celle-ci se déclencha spontanément, blessant Seth à la poitrine. Amy paniqua immédiatement. Elle tira alors accidentellement quelques coups supplémentaires, endommageant le mur de la maison et le toit. Mais ce qu'il y avait de plus étrange, ce n'était même pas cela. Pour une raison impensable, Amy n'appela pas les services d'urgence pour demander de l'aide, mais s'enfuit de la maison en emportant le fusil de chasse. Une fois dans la rue, elle tenta d'arrêter une voiture qui passait, mais en vain. Bientôt, la jeune fille atteignit l'atelier de réparation automobile le plus proche et exigea que l'on lui donne n'importe quelle voiture. Face à ce refus, Amy s'assit par terre. Pendant ce temps, les mécaniciens appelèrent la police. Les forces de l'ordre ne tardèrent pas à arriver sur les lieux. Après avoir évalué la situation, ils ordonnèrent à Amy de poser immédiatement son arme au sol et de se rendre. Elle ne se rendit pas immédiatement, mais ils finiront par l'arrêter. Un peu plus tard, ses parents rentrèrent enfin à la maison et Seth fut transporté à l'hôpital. Il s'avéra que le tir avait touché une zone vitale et que le jeune homme décéda des suites de sa blessure. Au poste de police, Amy prétendit qu'il s'agissait d'un accident. Elle expliqua qu'elle s'était enfuie parce qu'elle avait eu une crise de panique. Sa mère déclara qu'elle était présente lors de l'incident et confirma les propos de sa fille. Judy demanda alors à voir le chef de la police. À l'époque, il s'agissait d'un certain John Vincent Pollio. John était un bon ami de Judy Bishop. Il était entré dans la police en 1950 et, 12 ans plus tard,
il avait accédé au poste le plus élevé et s'était forgé une réputation d'homme rusé et excentrique. C'est peut-être pour cette raison que beaucoup de ses collègues l'ont tout de suite détesté. La demande de Judy fut bientôt acceptée et elle et Pollio se rencontrèrent face à face. 11 jours plus tard, le médecin légiste déclara que la mort de Seth Bishop était due à une décharge accidentelle d'arme à feu. À l'époque, de nombreux membres de la police n'étaient pas d'accord avec les conclusions du médecin légiste. Cependant, il n'y avait plus rien à faire. Malgré toute l'agitation provoquée par Amy, le procureur n'engagea même pas de poursuite. En fait, la jeune fille qui avait tiré sur son frère ne passa pas un seul jour en prison. À partir de cette nuit-là, elle resta chez elle, sous la garde de ses parents. Et le plus surprenant, c'est qu'Amy ne chercha jamais à consulter un psychologue pour cet incident. Peut-être que la mort de son frère, aussi traumatisante soit-elle, ne lui avait pas causé de profondes émotions négatives. Peu de temps après, Amy se lança à corps perdu dans ses études. Elle rédigea ainsi une thèse solide qui attira l'attention des recruteurs de l'université de Harvard. Ceux-ci lui proposèrent un poste qu'elle accepta immédiatement. La même année, elle épousa le déjà connu Jimmy. Fait surprenant, le mariage a eu lieu dans la même église que le service commémoratif de Seth. Il convient de préciser qu'Amy n'avait jamais voulu prendre le nom de famille de son conjoint. Elle prit cette décision en pensant que son travail et ses recherches en génétique gagneraient en notoriété. En d'autres termes, elle voulait que son nom de jeune fille et son nom de famille apparaissent dans divers articles et publications. Quelque temps après la cérémonie de mariage, Jimmy reçut une offre d'emploi en tant que biologiste. Mais Amy insista pour qu'il reste à son poste et se consacre davantage aux tâches domestiques. Elle lui rappela également qu'il devait utiliser le nom de James partout où il allait. Au cours des 4 années suivantes, Amy et Jimmy eurent 3 filles. Les études furent difficiles pour Amy, qui eut beaucoup de mal à obtenir le doctorat tant convoité à Harvard. Cependant, après de nombreux efforts, elle atteignit son objectif. En même temps, certains employés de l'université, ayant vu son travail final, le qualifièrent de médiocre. Ils pensaient sincèrement qu'Amy ne méritait pas un doctorat. En réalité, l'achèvement de ses études à Harvard joua un rôle important dans la formation de sa personnalité. Une formation à Harvard est en effet considérée comme une grande réussite. Il n'y a rien de mal à en être fier. Cependant, Amy porta cette fierté à l'excès. Même lorsqu'elle sortait de chez elle pour aller chercher du pain à la boulangerie, elle se présentait comme le docteur Amy Bishop, diplômée de l'université de Harvard. Bien qu'elle ait été une bonne élève, la jeune femme ne réussissait pas dans son travail au laboratoire de Harvard. Son supérieur, un homme nommé Paul Rosenberg, nota les différents types de problèmes d'Amy. Par exemple, elle se disputait facilement avec ses collègues et s'énervait de manière puérile lorsqu'il faisait des commentaires négatifs sur sa thèse de doctorat. Cela a même poussé le docteur Rosenberg à rédiger et transmettre un rapport à ses supérieurs sur les performances insatisfaisantes d'Amy. Amy réagit violemment à ce rapport. La jeune femme cria et alla même jusqu'à donner des coups de poing à d'autres membres du laboratoire. En fin de compte, en raison d'une telle réaction, le 30 novembre 1993, le docteur Paul Rosenberg parvint à la convaincre de quitter son emploi. L'homme déclara plus tard que le comportement de la jeune femme ce jour-là l'avait effrayé. Selon lui, une personne comme Bishop était capable de franchir la ligne un jour. En regardant vers l'avenir, il avait tout à fait raison. Le 19 décembre 1993, alors que le docteur Rosenberg et son épouse étaient absents, leur femme de ménage trouva une étrange boîte blanche sous le porche de leur maison. La femme la ramassa et la plaça sur la table de la cuisine, puis retourna à ses occupations. Plus tard, lorsque le médecin et sa femme rentrèrent chez eux, ils remarquèrent la boîte et s'inquiétèrent. En général, il n'y avait rien d'inhabituel à ce que des colis arrivent devant leur porte. Cependant, à cette époque, un poseur de bombes sévissait aux États-Unis, déposant également des boîtes devant des innocents. Cependant, ce n'est pas le sujet ici. Comme le docteur Rosenberg et son épouse n'attendèrent pas de colis, ils se méfièrent de la boîte. L'homme prit la décision risquée de découper soigneusement la partie centrale du carton au lieu de l'ouvrir de manière habituelle. En regardant à l'intérieur, il fut surpris de constater la présence de fils et de tuyaux. L'homme comprit immédiatement la gravité de la situation et peu après, des officiers de police se trouvaient déjà devant sa porte. Rapidement, l'évacuation de tout le quartier commença.
Une équipe d'enquêteurs et des démineurs arrivèrent sur les lieux. Finalement, les démineurs réussirent à désamorcer l'engin explosif, ou plutôt, les deux engins. Il s'avéra que la décision de découper la boîte avait sauvé la vie du médecin. Lorsque les policiers examinèrent les engins explosifs, ils furent déconcertés. Ces bombes ne ressemblaient absolument pas à celles que le criminel recherché avait laissées derrière lui. Ces engins étaient d'une conception unique, contrairement aux bombes primitives de l'imitateur. Lorsqu'on demanda au docteur Rosenberg s'il existait une personne qui le haïssait assez pour faire cela, il répondit que oui. Il s'agissait d'Amy Bishop. Dès lors, les enquêteurs commencèrent à surveiller la suspecte. De nombreuses personnes se manifestèrent pour dire qu'elles se méfiaient d'elle. Il convient de rappeler qu'Amy avait eu de nombreux conflits au sein du laboratoire. Elle accusait toujours ses collègues de s'approprier son travail. Un témoin affirma même que Jimmy, le mari d'Amy, l'avait menacé de mort. Jimmy lui-même, bien sûr, nia les menaces et déclara que c'était lui qui avait fabriqué les engins explosifs. À un moment donné de l'enquête, le couple refusa de coopérer avec les autorités. Cela se produisit lorsqu'une des commandes en ligne de Jimmy révéla un grand nombre de composants parfois utilisés dans la fabrication de bombes. Malgré la présence de preuves apparemment irréfutables, les enquêteurs décidèrent d'abandonner les poursuites contre Amy et Jimmy, faute de preuves suffisantes. Par la suite, Amy continua à travailler dans divers laboratoires et centres de recherche. Cependant, il était déjà évident que son comportement devenait de plus en plus instable. Elle était une sorte de bombe à retardement. Elle était constamment renvoyée car il était impossible de travailler avec elle. Plus tard, en 2001, Amy et Jimmy eurent un autre enfant. Ils le prénommèrent Seth, en hommage au jeune frère d'Amy. Étonnamment, le bébé naquit le même jour que son défunt oncle. Un an plus tard, alors qu'elle se trouvait dans un restaurant de la ville, Amy tenta de prendre un siège destiné au bébé. Le personnel lui expliqua qu'il était déjà réservé par une autre cliente. Malgré cela, Amy exigea que le siège lui soit attribué. Face à ce nouveau refus, Amy s'exclama « Je suis le docteur Amy Bishop, vous ne savez pas qui je suis ?» Apparemment, personne dans le restaurant ne la connaissait. Finalement, à cause de l'agitation, on demanda à Amy de partir. Mais avant de quitter les lieux, elle frappa à la tête une femme avec laquelle elle s'était disputée. En conséquence, elle fut arrêtée. Amy fut ensuite accusée d'agression et de troubles à l'ordre public. Étonnamment, toutes les charges furent abandonnées par la suite. Le procureur se contenta d'exiger qu'Amy suive des cours de gestion de la colère, ce qu'elle ne fit jamais. En 2003, Amy accepta un poste de professeure adjointe en biologie à l'université de l'Alabama à Huntsville. Une fois en poste, elle s'efforça d'obtenir le statut convoité de professeur titulaire. Pour cela, elle devait publier plusieurs articles de recherche dans des revues spécialisées. Amy et Jimmy commencèrent alors à travailler sur un incubateur de cellules automatisées, conçu pour la recherche biomédicale. Tout cela se fit exclusivement pendant leur temps libre. Presque immédiatement, il apparut que ce projet pouvait s'avérer très prometteur. Bientôt, Amy et son mari reçurent une subvention de 25 000 $ après avoir remporté la 3e place lors d'un concours technologique local. Le président de l'université déclara qu'il pensait que l'invention d'Amy pourrait changer la manière dont la recherche était effectuée. Peu de temps après, Amy reçut une autre subvention. Cette fois, le montant était tout simplement stupéfiant et s'élevait à 1 250 000 $. Cependant, cet investissement ne porta guère ses fruits. Au cours des 5 années suivantes, Amy ne publia que 3 articles scientifiques. Ils furent tous publiés dans de petites revues commerciales. De nombreux scientifiques commencèrent alors à affirmer que les idées de Bishop étaient inexorablement dépassées, coûteuses et inutiles. Amy semblait délibérément retarder les échéances du projet afin de préserver son ego. En tant qu'enseignante, elle n'exploitait pas pleinement ses capacités. Beaucoup de ses étudiants reconnaissaient en elle une intelligence exceptionnelle, voire un talent scientifique brillant, mais la considéraient en même temps comme une enseignante et une personne déplorable. Pour ne rien arranger, Amy parlait constamment de politique en classe. Elle démontrait un engagement fanatique envers la vision du président Obama. Plusieurs de ses élèves allèrent même jusqu'à rédiger une pétition visant à lui interdire d'enseigner.
Ce genre de démarche restait rare dans le milieu éducatif. Cependant, les supérieurs d'Amy rejetèrent la pétition, estimant que les étudiants avaient tiré des conclusions hâtives sur le travail de leurs professeurs. Certains supposèrent que si la pétition fut ignorée, c'était principalement parce qu'Amy avait un diplôme de Harvard. Cela renforçait le prestige de l'université où Amy enseignait et pouvait même contribuer à attirer davantage de financement de la part des investisseurs. Malgré toutes les critiques, Amy acheva finalement une nouvelle étude en neurosciences. Cela se produisit en 2009. Parallèlement, d'autres articles portant sur des recherches secondaires furent publiés. Tout cela lui permit de se rapprocher du poste de professeur titulaire. Cependant, on apprit plus tard que toutes ces études avaient été publiées dans des revues prêtes à accepter n'importe quel contenu moyennant une compensation financière. De plus, il s'avéra que ce n'était pas Amy, mais son mari, qui était à l'origine de ces recherches. En d'autres termes, pour obtenir un poste de professeur, Amy s'appropria le travail de son mari et paya pour que les articles soient publiés. En règle générale, tout professeur assistant, après 5 ans de service au sein d'une université, peut prétendre à la titularisation. Une fois ce délai atteint, un processus d'évaluation est lancé, au cours duquel d'autres professeurs examinent l'éligibilité du candidat. Ce processus s'enclenche même si le candidat n'a que peu de publications à son actif. Toutefois, si un professeur assistant n'obtient pas la titularisation au bout de 6 ans, il est généralement licencié. Amy se considérant comme une scientifique brillante, un éventuel licenciement après 6 ans était pour elle une perspective inacceptable. Pourtant, au terme du long examen d'Amy, les professeurs lui refusèrent le statut qu'elle convoitait. Cela la mit une fois de plus en colère. Elle fit appel et intenta un procès pour discrimination sexuelle. Cette action se fondait sur une déclaration faite par l'un des professeurs ayant participé à la sélection. Celui-ci lui avait clairement dit qu'il la considérait comme instable mentalement. Malheureusement pour Amy, son appel et son action en justice furent finalement rejetés. Au début du mois de février 2010, elle reçut une lettre lui annonçant qu'elle perdrait son poste à la fin du trimestre. Le vendredi 12 février de cette année-là, Amy suivit ses cours habituels d'anatomie, de physiologie et de biologie. Elle rentra ensuite chez elle pour déjeuner avec son conjoint. Jimmy déclara plus tard qu'il n'avait rien remarqué d'inhabituel dans le comportement de sa femme. Après le déjeuner, Amy demanda à son mari de la conduire à l'université. Selon elle, elle avait une réunion prévue avec les membres du corps professoral. Il s'agissait de discuter des détails du semestre à venir, notamment le programme, le budget et l'emploi du temps. En somme, Amy n'avait pas de raison particulière d'assister à cette réunion, puisqu'elle concernait le prochain semestre. Dans l'après-midi, Amy Bishop, âgée de 45 ans, entra dans la salle de conférence de l'Université de l'Alabama et s'assit à une table près de la porte d'entrée. Les nombreux professeurs du département de biologie et les membres du personnel présent furent surpris de la voir. Toutefois, personne ne fit de commentaires et la réunion se poursuivit. Elle resta assise pendant une 50aine de minutes. D'ordinaire, elle participait activement aux réunions du département, mais cette fois-ci, elle demeura silencieuse et semblait pensive. Lorsque l'un des professeurs eut terminé son rapport, Amy se leva lentement de la table et sortit de son sac un pistolet semi-automatique de calibre 9. Un silence pesant tomba immédiatement sur la salle. Un instant plus tard, elle ouvrit le feu. Les tirs étaient précis. En fin de compte, l'arme ne visait pas uniquement les personnes qu'Amy détestait particulièrement. Non, elle touchait absolument tout le monde. Ce fut le cas du docteur Deborah Moriarty, l'une des rares personnes qu'Amy pouvait considérer comme une amie. Deborah avait même voté pour qu'Amy conserve son poste. Lorsque cette dernière pointa son arme sur Deborah, celle-ci la supplia de ne pas tirer. Mais Amy ne broncha pas. Elle visa et appuya sur la gâchette. Heureusement, à cet instant, l'arme s'enraya. Deborah s'enfuit alors en courant. Elle parvint à s'échapper avec les autres enseignants. Ils se réfugièrent dans une salle de réunion voisine, bloquèrent à la porte et appelèrent à la police. Pendant ce temps, Amy Bishop se cacha dans les toilettes de l'université. Elle enveloppa l'arme dans sa veste et la jeta dans une corbeille. Elle entra ensuite dans un laboratoire et demanda à un étudiant s'il pouvait lui prêter son téléphone. Amy appela Jimmy et lui demanda de venir la chercher. L'unité d'intervention arriva rapidement sur les lieux.
Les agents fouillèrent minutieusement tous les secteurs du campus, évacuèrent les étudiants et les professeurs et retrouvèrent l'arme, toujours dissimulée dans une corbeille. Au bout d'un moment, l'un des agents repéra une femme correspondant à la description de l'auteur de l'attaque. Il lui ordonna de s'arrêter, ce qu'Amy fit sans opposer de résistance. Presque au même moment, Jimmy arriva et vit sa femme conduite vers un véhicule de police. Malheureusement, ce jour-là, plusieurs enseignants périrent sur le coup. Si Deborah Moriarty n'avait pas pris l'initiative de s'échapper, détournant ainsi l'attention d'Amy, le bilan aurait probablement été plus lourd. Au début de l'enquête, les inspecteurs interrogèrent Jimmy, le mari d'Amy. Ils voulaient savoir s'il avait eu connaissance des intentions de sa femme. L'homme admit que son épouse et lui possédaient une arme. Cependant, il omit de préciser que, depuis peu, ils avaient commencé à s'entraîner au tir avec cette même arme. Quant à Amy elle-même, elle déclara qu'elle n'était pas présente dans la salle de conférence ce jour-là. Cette déclaration semblait évidemment absurde, car plus de 10 témoins qui la connaissaient personnellement affirmèrent que c'était bien elle qui était à l'origine de cette horrible tragédie. Les policiers perquisitionnèrent rapidement le domicile du couple. Ils saisirent tout le matériel électronique d'Amy et découvrirent également un morceau de tuyau susceptible d'être utilisé pour fabriquer des engins explosifs semblables à celui retrouvé sous la porte du docteur Rosenberg. Le lendemain matin, après l'arrestation d'Amy Bishop, la préfecture de Huntsville reçut un appel d'un certain Paul Fraser. Il déclara être l'actuel chef de la police de la ville de Braintree, où Amy avait grandi. Paul annonça alors qu'il détenait des informations sur un autre crime commis par la femme, à savoir l'assassinat de son propre frère. Comme Braintree était une petite ville, tous les agents de la police locale connaissèrent l'affaire, et l'ancien commissaire, John Pollio, avait laissé Amy Bishop en liberté. Mais ce n'est que maintenant, à la lumière de ces nouveaux éléments, que les choses commencèrent enfin à prendre un sens. Une enquête interne révéla alors que l'ancien chef de la police était un ami proche de Judy Bishop, la mère d'Amy. C'est elle qui, en tant que membre du conseil municipal, avait aidé John à obtenir le poste convoité. Après avoir réalisé tout cela, Paul Frazier appela immédiatement le service de police de l'État de l'Alabama et informa ses collègues de l'affaire précédente. Il souligna également que l'ancien chef de la police avait tenté de dissimuler le crime. Ainsi, presque tous les documents relatifs à cette affaire avaient disparu. Il ne restait que quelques rapports mentionnant Amy. Les enquêteurs tentèrent de trouver des informations sur la mort de Seth en perquisitionnant la maison de John Pollio. Mais leurs recherches furent vaines. Ils décidèrent alors de mener des recherches au domicile d'un ancien capitaine de la police de Braintree, impliqué dans l'arrestation d'Amy dans le garage. Cette fois, ils réussirent à trouver des preuves indiquant une tentative de vol de voiture. En outre, il apparut qu'Amy avait braqué un fusil de chasse sur un policier avant d'être arrêté. Tous ces éléments auraient pu entraîner une inculpation pour tentative d'agression avec une arme à feu. Cependant, en reconstituant la chronologie des événements, une autre circonstance apparut. Il s'avéra que Judy, la mère d'Amy, qui prétendait avoir assisté aux faits et soutenait la thèse de l'accident, se trouvait en réalité ailleurs. Des témoins affirmèrent qu'à ce moment-là, elle était dans une ferme, loin de son domicile, en compagnie de son époux. À la lumière de ces éléments, certains enquêteurs supposèrent qu'Amy avait d'abord tiré sur le mur et le plafond avant de pointer l'arme sur son frère. Elle aurait ainsi voulu s'assurer que le fusil fonctionnait correctement. Selon eux, si Amy avait immédiatement braqué l'arme sur Seth et que le coup n'était pas parti, elle aurait risqué d'être démasquée. Et elle en était parfaitement consciente. Lors du procès, Amy Bishop tenta de faire croire qu'elle ne mesurait pas la portée de ses actes. C'est pourquoi le procès concernant les événements survenus à l'université fut constamment reporté. Au bout d'un certain temps, l'accusation proposa un accord à Amy. Elle devait reconnaître sa responsabilité dans la mort de son frère ainsi que dans la fusillade à l'université. En échange, elle éviterait la peine de mort. Le procureur souhaitait également clore l'affaire rapidement afin d'épargner aux victimes et à leurs proches la douleur d'assister aux audiences. Dans un premier temps, Amy rejeta catégoriquement cette proposition, mais ses parents finirent par la convaincre d'accepter. Le 16 juin 2010, un jury déclara Amy Bishop coupable du meurtre de son frère Seth. 2 jours plus tard, alors qu'elle était en détention provisoire, Amy tenta de mettre fin à ses jours en utilisant des lames de rasoir. Un surveillant, intervenu à temps,
parvint cependant à lui sauver la vie. Plus tard, le 24 septembre 2012, Amy fut condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour la fusillade survenue dans l'enceinte de l'Université de l'Alabama. Une fois incarcérée, Amy décida finalement de prendre le nom de famille de son époux. Elle espérait ainsi que son nom ne soit plus associé au crime qu'elle avait commis. Mais cette tentative échoua. Tout le monde continua de l'appeler Amy Bishop. En 2021, le fils d'Amy, Seth, ainsi que son oncle, succombèrent à des blessures par balle. À cette époque, Amy Bishop purgeait encore sa peine dans une prison de Wetumpka, en Alabama. En 2016, la famille Meshcheryakov vivait à Moscou depuis un certain temps. La famille est composée de 4 personnes. Vladimir Anatolievitch Meshcheryakov, son épouse Ekaterina Alexandrovna M., ainsi que leur fils Vladimir, âgé de 15 ans et issu d'un précédent mariage, et leur fille Anastasia, âgée de 4 ans, et que tout le monde appelle affectueusement Nastia. Vladimir aurait été diplômé d'une école militaire et aurait travaillé au sein de la commission électorale centrale du gouvernement russe. Ekaterina, quant à elle, était comptable dans une entreprise privée. Anastasia est quant à elle née en août 2011. Il s'agit d'un enfant désiré depuis longtemps. La première grossesse de Catherine a malheureusement pris fin de manière inattendue. La deuxième grossesse a également connu des complications. L'accouchement lui-même a été si difficile que la petite fille a dû rester dans l'utérus sans accès complet à l'oxygène pendant 14 heures. Tout cela a eu un impact tangible sur la santé de l'enfant. Selon le rapport médical officiel, en raison du manque d'oxygène dans le sang du cerveau, Anastasia présentait un trouble végétatif important, qui a conduit à la défaillance de son système nerveux central. Dans de telles circonstances, les parents de l'enfant ont naturellement dû assumer certaines obligations. Certaines de ces obligations avaient peut-être une composante matérielle. Du moins si l'on considère le fait que les parents d'Anastasia ont été informés qu'il n'existait aucun traitement efficace contre la maladie dans le pays. Ils ont donc dû se rendre en Chine, où Anastasia a subi une opération assez compliquée mais prometteuse. Immédiatement après, les époux ont recommencé à économiser pour financer un nouveau voyage à l'étranger. Cette fois-ci, ils devaient se rendre en Allemagne. En réalité, Vladimir et Ekaterina ont dû travailler d'arrache-pied. Pour des raisons évidentes, Nastia ne pouvait pas rester seule à la maison. Ses parents ont donc cherché une nounou pour s'occuper de la petite fille. En 2013, ils ont trouvé une jeune femme du nom de Gulchekra Bobokulova. Originaire de Samarcande, une ville située dans le sud-est de l'Ouzbékistan, elle est née en 1977. Gulchekra n'aurait jamais terminé ses études secondaires. Vers l'âge de 19 ans, elle a épousé Radmir, avec qui elle a eu 3 enfants. Leur mariage a toutefois pris fin en 2002. Immédiatement après, son fils aîné est allé vivre avec son père, tandis que son deuxième enfant a été confié à des membres de sa famille. Lors de son séjour en Russie, Gulchekra a rencontré un homme nommé Surob Mouminov, également originaire de Samarcande. Une relation amoureuse s'est installée entre eux et, quelque temps plus tard, ils sont tous deux rentrés en Ouzbékistan pour se marier. On sait que Gulchekra et Surob ont vécu ensemble pendant un peu plus de 2 ans avant que la femme ne découvre son infidélité. Elle est ensuite repartie pour Moscou. Elle a d'abord travaillé comme vendeuse de fruits et légumes, puis a réussi à trouver un emploi de nounou. Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est en 2013 qu'elle a commencé à travailler pour la famille Meshcheryakov et qu'elle s'est occupée avec beaucoup de difficultés de la petite Nastia. On sait qu'en 2014, Gulchekra a de nouveau eu un partenaire permanent. Il s'agissait d'un homme de 48 ans, Mamour Djourakoulov, qu'elle a ensuite épousé. À cette époque, tout le monde pensait que tout allait bien. Les parents d'Anastasia ont en tout cas indiqué à plusieurs reprises qu'ils étaient satisfaits du travail de leur nounou. En même temps, Gulchekra vivait avec eux et avait sa propre chambre. Tout cela lui a permis de s'occuper pleinement de la petite fille et de lui donner toute l'attention et l'affection nécessaires. En d'autres termes, la femme s'est parfaitement intégrée à la famille Meshcheryakov. Et même si la majorité de la population en Ouzbékistan est musulmane, Gulchekra n'a jamais manifesté sa foi à l'extérieur. Plus tard, les Meshcheryakov se sont souvenus qu'ils n'avaient jamais vu Gulchekra prier. Selon eux, elle ne portait pas non plus d'abaya, cette longue robe arabe traditionnelle qui se porte par-dessus les vêtements et qui est destinée à être portée dans les lieux publics.
Elle ne portait pas non plus le traditionnel hijab, un foulard qui couvre généralement la tête et le cou. Sa présence constante, son attention et sa réactivité ont permis aux parents d'Anastasia de travailler à plein temps et même de se consacrer à eux-mêmes. Les Meshcheryakov ont ainsi pu faire de la plongée sous-marine, une activité qu'ils aimaient tant. Ils sont d'ailleurs devenus membres de l'un des clubs de plongée de Moscou. Quoi qu'il en soit, tout semblait aller pour le mieux. Début décembre 2015, après avoir travaillé plus de 2 ans dans la famille Meshcheryakov, Gulchekra a décidé de retourner brièvement en Ouzbékistan pour régler quelques problèmes administratifs. Malheureusement, ce voyage lui a apporté une surprise plutôt désagréable. Il s'est avéré que pendant son absence en Russie, son mari Surob Mouminov avait épousé une autre femme, ce qui était autorisé par leur religion commune. Cette nouvelle a considérablement affecté la santé mentale de Gulchekra. C'est du moins ce que affirme son père, Bakreddin Touraev. Pourtant, au cours des premiers jours de son séjour à Samarcande, Gulchekra semblait heureuse. Elle vivait avec ses parents, rendait visite à ses enfants, retrouvait ses amis d'école et passait du temps à regarder la télévision. Le père de Gulchekra a même essayé de la persuader de rester dans le pays et d'y trouver un emploi convenable. Mais elle ne cessait de répéter à quel point sa petite Nastia lui manquait. Selon elle, elle la traitait comme sa propre fille. Après 25 jours en Ouzbékistan, Gulchekra retourna une nouvelle fois à Moscou pour retrouver la famille Meshcheryakov. Vladimir et Ekaterina ont alors immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas chez cette femme. Elle leur a bien sûr annoncé que son mari avait pris une nouvelle femme, et dans un premier temps, les parents de Nastia ont mis ces changements d'humeur sur le compte des événements survenus dans sa vie personnelle. Cependant, ils se sont rendus compte plus tard que les choses n'étaient pas aussi simples qu'ils l'avaient pensé au départ. Le comportement de Gulchekra est alors devenu de plus en plus inquiétant. Elle est notamment devenue beaucoup plus renfermée et silencieuse. Elle passait des heures sur Internet et consultait des sites Internet plutôt étranges en arabe. Elle est également devenue beaucoup plus religieuse. En d'autres termes, le couple a commencé à remarquer que leur nounou étendait un tapis et priait, ce qu'elle ne faisait pas auparavant. Finalement, ils ont décidé de lui parler pour connaître les véritables raisons d'un tel changement. Ils lui ont même demandé si elle était fatiguée par son travail et si elle voulait faire une pause avant de continuer, mais elle leur a assuré que tout allait bien. Cependant, même avec le temps, son comportement n'a pas changé. Elle a continué à consulter les sites web en langue arabe déjà mentionnés et pouvait passer des heures sur les réseaux sociaux. Une fois, avant de quitter la maison, le père de Nastia a même coupé l'accès à Internet dans l'appartement. Mais lorsque l'homme est revenu, il s'est soudain rendu compte que la femme avait trouvé un moyen de remettre l'Internet en marche. Il semblerait que Gulchekra ne veuille plus consacrer tout son temps à Nastia, dont les besoins sont particuliers. En fait, ce qui l'intéressait vraiment, c'était ces mêmes ressources Internet. Cette situation est devenue tout simplement inacceptable pour les parents de Nastia, qui ont alors commencé à chercher quelqu'un d'autre pour la remplacer. Apparemment, les époux pensaient que le processus ne prendrait pas plus de 2 semaines. Malheureusement, ils n'ont jamais réussi à trouver quelqu'un à temps. Personne ne pouvait imaginer les conséquences de cette situation. Le lundi 29 février 2016, la matinée s'est déroulée comme d'habitude. Immédiatement après le petit déjeuner, Vladimir et son épouse se rendent au travail, tandis que leur fils aîné se rend à l'école. Peu avant le déjeuner, la première d'une série de terribles nouvelles est arrivée. Les époux ont reçu un message les informant que l'appartement qu'ils louaient en toute sécurité depuis tout ce temps avait soudainement pris feu. Les voisins des Meshcheryakov avaient déjà appelé les pompiers pour signaler qu'une épaisse fumée s'échappait de l'un des appartements. Plusieurs brigades de pompiers se sont donc rendues sur place. Peu après, elles ont commencé à éteindre l'incendie et à évacuer les habitants des appartements voisins. Plusieurs d'entre eux ont dû recevoir des soins médicaux, car ils présentaient de graves symptômes de suffocation. Au bout d'un certain temps, les pompiers sont finalement parvenus à maîtriser l'incendie. Cependant, lorsque les sauveteurs sont entrés dans l'appartement, pensant que le pire était passé, ils ont découvert une scène d'une horreur inouïe. Dans l'une des chambres, le corps carbonisé et décapité d'une petite fille en pyjama de flanelle gisait sur le lit. Au bout d'un certain temps, les parents de Nastia sont arrivés sur les lieux. Ils espéraient en savoir plus sur l'ampleur de l'incendie et surtout savoir où se trouvait leur fille à ce moment-là. Lorsqu'Ekaterina a appris que les restes d'une petite fille avaient été retrouvés dans l'appartement, elle a immédiatement perdu connaissance. Elle a dû être transportée à l'hôpital le plus proche.
Pendant ce temps, Gulchekra, vêtue d'un costume traditionnel, se trouvait déjà à la station de métro Oktyabrskoye Pol. À un moment donné, elle a étendu une petite natte et s'est penchée pour prier. Un policier s'est approché d'elle pendant cette scène inhabituelle. Il lui a demandé de présenter ses documents. Gulchekra s'est immédiatement levée et a sorti une tête humaine, celle de la petite Nastia. Quelques instants plus tard, la femme a commencé à crier. Elle a crié plusieurs slogans et a affirmé qu'elle était une extrémiste prête à se faire exploser. Entendant cela, le policier a reculé de quelques pas et a rapporté les faits à ses collègues. Peu après, d'autres policiers sont arrivés sur les lieux. Ils ont immédiatement bouclé l'entrée, évacué les gens et créé une petite zone tampon autour de la station. Pendant ce temps, Gulchekra continuait à crier et à agiter la tête de l'enfant dans sa main gauche. Par la suite, c'est cette séquence monstrueuse qui a été la plus largement diffusée sur les réseaux sociaux. Apparemment, les policiers ont essayé d'agir avec prudence, car ils estimaient que Gulchekra était effectivement prête à se faire exploser. En fait, son comportement était typique des Shahids. En règle générale, ils commettent tous délibérément des actes de vengeance, nuisant non seulement à eux-mêmes, mais aussi aux personnes de leur entourage. Après plusieurs minutes de tension, les policiers ont fini par convaincre la femme de se calmer et de s'allonger lentement par terre, face contre terre. Redoutant toujours une éventuelle alerte à la bombe, les policiers procèdent à un examen sommaire de la femme. Aucun engin explosif n'a été trouvé sur son corps. La station de métro Oktyabrskoye Pol, déjà mentionnée, a également été inspectée, mais aucun explosif n'y a été trouvé non plus. Peu après, Gulchekra Bobokulova, âgée de 38 ans, a été emmenée au commissariat de police. À ce moment-là, l'incident avait déjà choqué tous les habitants de la capitale. Comme elle l'a révélé lors de l'interrogatoire, la femme avait délibérément attendu que les parents et le frère de Nastia quittent la maison. Elle a ensuite revêtu des vêtements traditionnels et s'est approchée du berceau de la fillette, qu'elle aimait, selon ses propres dires, comme sa propre fille. Elle a alors enroulé ses bras autour du cou de la jeune fille et l'a étranglée. 1 minute plus tard, elle s'est rendue dans la cuisine pour prendre un couteau et séparer la tête de la fillette de son corps. Elle a ensuite versé un liquide inflammable sur l'appartement, y a mis le feu, puis a quitté les lieux. Cette version a tout de suite semblé logique, car elle correspondait à l'ampleur de l'incendie et des dégâts causés. Interrogée sur les raisons de son geste, Gulchekra a répondu que c'était sa voix intérieure qui le lui avait ordonné. А ребенок-то здесь при чем? Отомстила. Кому? Кто кровь поливал ему? Кому ему? Кто поливал? А кто проливал? Темпель, бомбер самолетом. Смотрите, маленький ребенок. Поэтому ты убил ребенка. Да, поэтому отомстила. En même temps, la femme a nié dès le début la version selon laquelle elle aurait mis le feu uniquement pour dissimuler les traces de son acte odieux. Selon elle, son intention était d'attirer l'attention du public et de lui lancer un défi. Elle a également déclaré vouloir que les parents de Nastia découvrent, aussi rapidement que possible, l'auteur du crime. Compte tenu de ces déclarations, il n'est pas surprenant que toute la presse nationale et internationale se soit intéressée à cette affaire choquante. Outre les policiers impliqués dans la détention de la femme et les enquêteurs chargés de l'affaire, les journalistes ont tenté d'interroger tous les témoins des événements et les proches des Meshcheryakov. Les parents de Nastia ont bien entendu refusé toute conversation avec les médias. Néanmoins, ils ont entretenu des relations étroites avec les forces de l'ordre, leur assurant que Gulchekra était une femme tout à fait normale. Selon eux, elle a rempli fidèlement ses fonctions et s'est vraiment occupée de la fillette comme sa propre fille pendant 3 ans. Toutefois, les conjoints ont également indiqué que le comportement de Gulchekra avait beaucoup changé depuis son récent voyage dans son pays d'origine. Sur la base de ces informations, et afin de déterminer la source d'un tel changement de comportement chez cette femme, les autorités ont lancé une enquête plus approfondie sur l'affaire. Au fil du temps, ils ont appris l'existence de Ramatilo, le fils aîné de Gulchekra, un jeune homme de 19 ans. Ce dernier avait séjourné en Russie environ 1 an avant l'incident. Il a ensuite décidé de rentrer chez lui. Selon certains rapports, peu après l'arrestation de Gulchekra, son fils aîné a également été arrêté. Bien que les raisons exactes de cette détention n'aient pas été révélées, on suppose qu'elle a été effectuée à la demande des autorités russes. Apparemment, les enquêteurs pensaient que Gulchekra
avait pu tomber sous l'influence de cellules dites subversives, dont les représentants l'avaient encouragé à commettre ce crime odieux. C'est pourquoi ils ont demandé à Ramatilo de leur fournir des informations sur les personnes avec lesquelles sa mère avait été en contact. Il est important de noter qu'il n'y a eu pratiquement aucune information relative à cette affaire à la télévision d'État. Cette situation a provoqué une vague de mécontentement sans précédent parmi le public. Le gouvernement du pays a justifié cette décision en avançant que les détails de l'affaire étaient d'une cruauté inouïe et donc inadaptés à la télévision. Néanmoins, cette mesure n'a pas empêché la diffusion de l'information. Ainsi, on a assez rapidement su que Gulchekra était enregistrée auprès du service fédéral des migrations et qu'elle résidait légalement dans le pays. En revanche, elle n'avait pas de permis de travail. Il est également apparu que les autorités envisageaient sérieusement la possibilité que cette femme agisse sous l'influence de substances illicites ou qu'elle soit atteinte d'une maladie mentale. C'est pourquoi, après son arrestation et une série d'interrogatoires, elle a été soumise à des examens toxicologiques et psychiatriques. 16 heures seulement après l'incident, Gulchekra est retournée sur les lieux du crime avec des policiers afin de reconstituer la scène de crime. Les médias s'étaient déjà massés autour de la maison où avait vécu la famille Meshcheryakov à ce moment-là. Tous espèrent capturer la femme qui a commis un acte aussi cruel. Quant à Gulchekra elle-même, elle n'avait pas l'air d'une personne préoccupée par quoi que ce soit, bien au contraire. Il semble qu'elle ne se repente pas du tout de son geste et qu'elle est parfaitement consciente de tout ce qui lui arrive. Elle a dirigé les policiers avec indifférence vers l'entrée, puis vers l'appartement situé au 5e étage. Elle leur a indiqué l'endroit où étaient cachés ses effets personnels. Gulchekra a également expliqué qu'elle avait enlevé sa jupe et l'avait jetée dans la poubelle immédiatement après le départ des parents de Nastia. Elle a ensuite enfilé des vêtements habituellement portés par les femmes de la même religion qu'elle. C'est la voix intérieure de la femme qui lui a dit de le faire, comme indiqué précédemment. Gulchekra a ensuite pointé du doigt l'endroit où se trouvait encore le berceau brûlé. Elle a déclaré qu'elle avait tué Nastia à cet endroit. Lorsque l'opération s'est terminée et que la femme a été emmenée à l'extérieur, les habitants du quartier ont commencé à l'insulter. Plus tard, dans leur témoignage, certains voisins des Meshcheryakov ont déclaré qu'ils n'avaient jamais vu Gulchekra habillée comme elle l'était le jour du meurtre de Nastia. Ils ne l'avaient jamais vue en train de prier non plus. Selon eux, les Meshcheryakov la traitaient comme un membre à part entière de leur famille. Ils l'emmenaient même avec eux lorsqu'ils sortirent de la ville. Il ne fait aucun doute que le public, au sens large du terme, a été profondément touché par tout ce qui s'est passé. C'est peut-être pour cette raison que, dans les jours qui ont suivi, des collectes de fonds ont été organisées sur les réseaux sociaux pour venir en aide à la famille qui a perdu non seulement leur fille, mais aussi tous leurs biens. Il convient également de noter que l'entrée de l'immeuble où vivait la famille, ainsi que la façade du bâtiment de la station de métro où Gulchekra a brandi la tête de la fillette comme un trophée, étaient recouverts d'objets de toutes sortes. On pouvait notamment y voir des peluches, des poupées, des notes touchantes, des bougies et bien sûr des fleurs. De nombreuses personnes se sont arrêtées près de ces lieux pour prier et tenter de comprendre ce qui semblait inexplicable. Pendant ce temps, l'enquête sur cette affaire odieuse se poursuivait et les autorités tentaient de déterminer le motif qui avait poussé une femme jusque-là sans histoire à commettre un tel acte. L'un des premiers rapports officiels parus dans les médias indiquait que la police était à la recherche de plusieurs hommes prétendument liés à un groupe extrémiste international. Leurs noms et leurs coordonnées avaient été enregistrés par Gulchekra sur son téléphone portable à peu près au moment où elle se trouvait à Samarcande. Selon l'une des hypothèses de l'enquête, la femme aurait pu commettre le crime sous l'influence constante de ces hommes. Dans le même temps, les enquêteurs n'écartaient pas la possibilité que Gulchekra ait agi de sa propre initiative. C'est du moins la version avancée par les autorités lors de la première audience de l'affaire. Quoi qu'il en soit, les complices présumés de Gulchekra sont toujours en fuite. Parallèlement, peu avant la première audience, la femme a fait plusieurs déclarations incohérentes, remplies d'insultes et de discours prophétiques particuliers. Elle a notamment prononcé des phrases telles que « J'ai faim »,« Je vais mourir dans une semaine »,« C'est la fin du monde » et « On m'a interdit de manger ». Toutes ces déclarations absurdes étaient accompagnées d'un sourire constant adressé aux membres des médias. Au cours de l'une des principales parties de l'audience, ou plutôt au cours de l'interrogatoire, Gulchekra a de nouveau déclaré qu'elle avait tué la jeune fille parce qu'une voix intérieure lui avait dit de le faire.
Il est important de noter qu'assise dans une sorte de cage dans laquelle les accusés sont souvent placés pour la durée de l'audience, la femme semblait incroyablement calme. De temps en temps, elle faisait un signe de la main en direction des caméras, bâillait d'un air défiant et ne montrait qu'occasionnellement un véritable intérêt pour ce qui se passait autour d'elle. Quoi qu'il en soit, le rapport officiel de la première phase de l'audience indique que la femme s'est comportée de manière calme et efficace, et qu'elle a répondu avec précision à l'ensemble des questions qui lui ont été posées. Au cours de l'interrogatoire, Gulchekra a également donné des détails sur sa vie et indiqué qu'elle avait 3 enfants. Elle a également indiqué qu'elle avait été traitée de temps à autre dans l'un des centres psychiatriques de Samarcande au cours des 12 dernières années. Toutefois, lorsqu'on lui a directement posé la question de son diagnostic, elle a répondu qu'elle voulait seulement dormir. À peu près au même moment, Gulchekra a demandé un interprète, affirmant qu'elle ne parlait pas bien le russe. Toutefois, cette demande était une ruse, car dans son témoignage précédent, la femme avait indiqué à plusieurs reprises qu'elle parlait couramment le russe. À ce moment-là, certains représentants de l'accusation avaient déjà convenu que Gulchekra était une extrémiste prête à tout accomplir. De leur côté, les avocats de la défense ont tenté de la faire passer pour folle. C'est probablement sur la base de ces contradictions que le juge chargé de l'affaire a décidé de reporter le procès au 29 avril de la même année, afin de permettre aux 2 parties de rassembler des preuves pour défendre leur version des faits. Parallèlement, la détention de l'accusée a été prolongée, car elle représentait un danger réel pour la vie et la santé des personnes, en particulier des enfants. Il a également été ordonné qu'elle subisse un examen psychiatrique spécial afin de déterminer l'état réel de sa santé mentale. Le 4 mars 2016, Gulchekra a été formellement inculpée de 3 chefs d'accusation: meurtre aggravé, incendie volontaire avec destruction intentionnelle de biens et fausse déclaration liée à un acte d'extrémisme. Immédiatement après, un court extrait d'enregistrement vidéo, apparemment réalisé par des policiers lors de l'interrogatoire initial de Gulchekra, a été diffusé. Dans cette vidéo, la femme explique qu'elle veut se rendre en Syrie pour vivre dans une société musulmane où les femmes s'habillent correctement. То есть ты хотела поехать в Сирию жить? Жить А хотела, да. где? Вот я так понимаю, в Раку или куда-то Я туда? не знаю еще, и враг, я не знаю город. Просто пошла, где мусульманский город, там жить хочу. Где мусульманское государство? Лицо закрыто, хочу там жить. Я здесь не хочу, и здесь все. Selon elle, elle ne l'a pas fait uniquement parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour partir. À un moment donné, le policier qui l'interrogeait lui a demandé ce qu'il en était de ses propres enfants. Avec dédain, elle a répondu qu'elle n'en avait pas besoin parce qu'elle ne lisait pas le Coran et ne priait pas. У тебя самые дети есть? 3 семьи, видите, убиты. Мне они не нужны. Они Коран не читают, и намаз не читают. Au cours du même interrogatoire, Gulchekra a déclaré qu'elle avait commencé à planifier le meurtre environ 1 mois avant sa perpétration effective. Le motif principal de cette planification était les actions des autorités russes en Syrie. En raison du caractère général des déclarations faites par la femme lors de sa détention et de son interrogatoire, l'enquête sur cette affaire a été brièvement reprise par le FSB. Toutefois, les représentants du service fédéral de sécurité n'ont trouvé aucune preuve objective que les actions de la femme étaient liées à des groupes extrémistes. Par conséquent, les faits n'ont pas été considérés comme un acte d'intimidation de la part d'une cellule terroriste. Au contraire, le rapport final indiquait que les problèmes familiaux de la femme étaient la principale cause de son comportement et avaient apparemment déclenché sa psychose maniaque aiguë. Peu après la diffusion d'un certain nombre de vidéos de l'interrogatoire de la femme, Vladimir Markin, le porte-parole par intérim du comité d'enquête fédéral russe, a publié une déclaration dans laquelle il demande au public de ne pas s'inquiéter des déclarations de la détenue. Selon lui, la femme était malade et schizophrène depuis longtemps. Dans sa lettre officielle, le fonctionnaire explique que les personnes commettent de tels délits au moment où les symptômes de leur maladie grave deviennent très sévères. Par conséquent, les explications les plus incroyables et les plus délirantes peuvent être entendues de la bouche de ces personnes. Il a ajouté que si quelqu'un doit sérieusement réfléchir aux déclarations de cette femme, ce sont les professionnels de la santé mentale. Le secrétaire de presse du président russe, Dmitri Peskov, a pour sa part été encore plus franc dans ses déclarations, qualifiant la femme de folle. Bien que ces déclarations ressemblent à une tentative de discréditer les véritables motivations de Gulchekra pour beaucoup, les fonctionnaires n'avaient pas tort. En raison de l'incroyable cruauté de son comportement, tout le monde s'accordait à dire qu'elle souffrait de graves troubles mentaux.
À la demande des autorités russes, les enquêteurs ouzbeks ont appris que Gulchekra avait effectivement été diagnostiqué schizophrène par le passé. Par la suite, le centre de Samarcande pour le diagnostic des maladies mentales a envoyé un rapport aux autorités russes confirmant qu'elle y avait été traitée en 2002. Elle n'y a toutefois pas été revue depuis. Comme l'a déclaré plus tard Bakreddin Touraev, le père de Gulchekra, celle-ci a commencé à entendre des voix au début des années 2000. Depuis, son comportement est devenu erratique. Selon lui, la situation n'a fait qu'empirer avec le temps et, à un moment donné, Gulchekra a commencé à prononcer des mots étranges. Par ailleurs, elle ne l'écoutait pas et se montrait agressive. Parfois, elle a même perdu la mémoire. Ses proches se sont alors inquiétés pour sa santé mentale. Ils ont alors emmené la femme dans un centre médical spécialisé, où elle est restée pendant 13 jours. On lui a alors diagnostiqué une schizophrénie. Immédiatement après, son premier mari, Radmir, a quitté la famille. Quelque temps après son retour à la maison, Gulchekra a recommencé à entendre des voix. Mais cette fois, celles-ci étaient accompagnées d'horribles hallucinations, dans lesquelles elle avait l'impression qu'il y avait du sang partout. Après avoir appris cela, les parents de la jeune femme ont de nouveau cherché de l'aide, dans un autre centre médical cette fois. Selon son père, Gulchekra s'y est vu prescrire des pilules qu'elle a prises pendant longtemps. Grâce à ces pilules, sa vie est enfin redevenue normale. Cependant, les voix continuent d'apparaître de temps en temps. À la demande des autorités russes, l'ex-mari de la femme ainsi que tous ses proches parents ont été interrogés par les forces de l'ordre à Samarcande. Selon un autre rapport envoyé en Russie, tous les membres de la famille de Gulchekra ont été choqués par la cruauté de son acte. Cela ne les a toutefois pas surpris, car ils étaient bien conscients de ses problèmes mentaux et du fait qu'elle avait été diagnostiquée schizophrène. Selon ses proches, il lui était extrêmement difficile de trouver un emploi dans son pays d'origine. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de partir pour la Russie. Mais même lorsqu'elle se trouvait légalement dans le pays, la femme n'a jamais parlé de son diagnostic et, par conséquent, n'a pas reçu les médicaments dont elle avait désespérément besoin. Plus tard, l'information sur les graves troubles mentaux de la femme a été confirmée par son fils aîné, Ramatilo. Selon lui, elle pouvait se mettre en colère sans raison, casser des objets, puis, quelques minutes plus tard, se comporter comme si rien ne s'était passé. Cependant, malgré ces révélations, les autorités et le public étaient divisés dans leurs opinions. Certains la considèrent comme une folle, d'autres comme une extrémiste. Quoi qu'il en soit, selon la loi russe, la femme encourt une peine d'emprisonnement de plus de 25 ans pour de telles infractions. Comme prévu, Gulchekra a subi un examen psychiatrique dans l'un des centres de recherche du pays. Elle a ensuite été transférée dans un hôpital psychiatrique du centre de détention, seulement après avoir subi cet examen. Cependant, à la date limite du 29 avril fixée par le tribunal, les spécialistes n'étaient toujours pas en mesure de poser un diagnostic final. Le tribunal a donc accordé un délai supplémentaire pour poursuivre les investigations. Le délai a donc été prolongé jusqu'au 29 mai 2016. En réalité, la décision finale sur l'état mental de l'accusé a été retardée. Ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre de la même année que le sort de cette femme, âgée de 39 ans à ce moment-là, a finalement été connu. Lors de l'audience suivante, le diagnostic final des spécialistes qui l'avaient examiné au cours des derniers mois a été annoncé. Ils ont finalement diagnostiqué une schizophrénie paranoïde. Sur la base de cette conclusion, le tribunal a estimé que, en raison de son état mental, la femme ne pouvait pas contrôler ses actions et prendre conscience de la gravité et de l'irréversibilité de son geste. Il a donc été décidé de ne pas envoyer Gulchekra en prison, comme le souhaitaient de nombreuses personnes, mais de la placer dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Évidemment, les parents de Nastia, comme beaucoup d'autres personnes, n'ont pas apprécié cette décision. Dans une interview, Ekaterina a déclaré qu'elle et ses proches ne se sentiraient pas en sécurité en sachant que Gulchekra se trouvait dans un hôpital et non en prison. D'autres cas similaires ont montré que de telles situations tragiques rapprochent ou éloignent les conjoints et d'autres membres d'une même famille. Dans ce cas, les proches des Meshcheryakov ont affirmé qu'à un moment donné, Vladimir et Ekaterina avaient décidé de vivre séparément, mais qu'ils avaient finalement recommencé à vivre ensemble. Cependant, Vladimir ne s'est jamais remis de ce qui était arrivé à sa fille et, selon certaines sources, il a commencé à boire. En avril 2018, quelques années après le meurtre de Nastia,
Il est tombé gravement malade et a perdu la vie. Son corps aurait été enterré à côté de celui de sa fille. En mars 2021, soit 5 ans seulement après les principaux événements, il a été signalé que Gulchekra avait suivi un traitement obligatoire et avait quitté l'hôpital psychiatrique. Selon les experts qui l'ont observé, son état s'est stabilisé. La réaction du public a bien entendu été immédiate. La grande majorité des habitants du pays qui ont suivi l'affaire de loin ont estimé que quelqu'un qui a décapité un enfant ne devrait pas être laissé en liberté. Du moins, compte tenu du risque énorme qu'elle pourrait encore représenter pour la société. Le consensus général était qu'une telle personne devrait passer le reste de sa vie en prison ou dans un hôpital psychiatrique sous la surveillance étroite d'un expert. Malheureusement, je n'ai jamais pu connaître la date exacte à laquelle Gulchekra a quitté l'hôpital psychiatrique. Je n'ai pu trouver qu'une brève note m'informant que le gouvernement russe avait décidé de l'expulser du pays. Cette lettre officielle indiquait que le ministère de l'Intérieur avait décidé qu'il était inapproprié pour Gulchekra Bobokulova de rester sur le territoire de la Fédération de Russie. Hi, it's Apple Tuesday. We just received a 999 call on your phone. Is there a problem? So my daughter's been missing since Saturday night. The thought she'd been back by now, but she hasn't returned. She came down to see me at work. I said, oh, I'll see you later, Mum. She went off to the phone and I've not seen her since. What's your call? Charlene Downs. Charlene Elizabeth Caroline Downs est née le 25 mars 1989 dans la région des West Midlands, dans l'ouest de l'Angleterre. Elle y a vécu jusqu'à l'âge de 10 ans, lorsque ses parents, Karen et Robert Downs, plus connus sous le nom de Bob Downs, ont décidé de déménager à Blackpool, une ville côtière située au nord-ouest du pays. Je précise qu'en plus de Charlene, ses parents ont eu 3 autres enfants. Son frère cadet s'appelait Robert, en l'honneur de son père, et ses 2 sœurs aînées, Emma et Becky. Charlene fréquente le St. George's College, une sorte d'académie. Bien qu'elle soit une jeune fille très brillante et érudite, les parents et les amis de Charlene la décrivent comme une jeune fille joyeuse, amicale et astucieuse qui avait de nombreuses connaissances. Elle était également connue pour son comportement rebelle. Elle s'attirait souvent des ennuis, tant à la maison qu'à l'école. On sait qu'en octobre 2003, elle a même été exclue de l'école pour une courte durée. Selon certains rapports, la jeune fille menait à l'époque un style de vie extrême et se rendait souvent dans le quartier de la promenade centrale de Blackpool où vivaient des gens pour le moins étranges. Cependant, Charlene, âgée de 14 ans, ne semblait pas avoir conscience des dangers qui l'attendaient dans cet environnement. Le samedi 1er novembre 2003 a commencé comme n'importe quel autre jour de congé pour Charlene. Elle a pris le petit déjeuner avec sa famille, puis est allée chez son amie. Vers midi, la jeune fille est rentrée chez elle, mais elle est sortie à nouveau vers 18h pour se promener avec sa sœur aînée, Becky. Les 2 filles se sont rendues en ville vers 18h30 et, selon Becky, elles ont passé plusieurs heures à la salle d'arcade. Elles ont ensuite dîné ensemble. Vers 19h, Karen, la mère des filles, qui distribuait des prospectus à l'extérieur d'un restaurant indien ce jour-là, a aperçu ses filles marcher de l'autre côté de la rue. À ce moment-là, Charlene et Becky buvaient des milkshakes. Lorsqu'elles ont aperçu leur mère, elles ont immédiatement traversé la rue pour lui parler de leur projet pour le reste de la journée. Il s'est avéré que Becky avait l'intention de rentrer chez elle et que Charlene comptait retrouver ses amis, Nathalie et Ashley. Tout en discutant, Karen a rappelé à plusieurs reprises à sa fille cadette qu'elle devait rentrer à la maison avant le couvre-feu, soit à 22h. Apparemment, elle insistait sur ce point parce que Charlene ne rentrait pas toujours à l'heure convenue. Au bout d'un moment, Karen l'a accompagnée jusqu'à la cabine téléphonique pour qu'elle appelle ses amis. Elles attendirent ensemble qu'elles arrivent, puis Charlene serra sa mère dans ses bras et partit avec les autres filles pour se rendre au centre de loisirs. C'est ainsi que Karen a vu sa fille pour la dernière fois. On sait qu'à 10h30 du soir, Charlene a retrouvé une autre amie et qu'elles sont allées dans un bar appelé Carousel, situé au nord de la promenade de Blackpool avant de retourner dans le centre-ville. Vers 23h, un ami de Charlene l'a laissée seule dans le quartier de Talbot Road et Abingdon Street. À partir de ce moment-là, la jeune fille a disparu sans laisser de traces. Lorsque Charlene ne s'est pas présentée à la maison comme convenu, ses parents ont pensé qu'il s'agissait d'un nouvel acte de rébellion et sont allés se coucher tranquillement. Lorsqu'ils se sont réveillés le lendemain pour constater qu'elle n'était pas rentrée, ils n'ont pas immédiatement signalé sa disparition.
car ils ont d'abord pensé qu'elle était peut-être restée chez son amie. Finalement, les Downs ont décidé d'aller voir la police. Mais on leur a dit qu'ils devaient attendre 48 heures avant de pouvoir déclarer sa disparition. 2 jours plus tard, comme Charlène ne s'est pas présentée, Karen contacte à nouveau la police. Elle déclare avoir eu le pressentiment que sa fille ne rentrerait pas. La femme a également déposé une déclaration officielle de personne disparue. La police a d'abord considéré la disparition comme un départ volontaire du domicile familial. Pour eux, il s'agissait d'une rébellion typique d'une adolescente qui ne rentre pas chez elle pour tester les limites de ses parents et de ses propres capacités. C'est pourquoi la police a demandé des précisions sur Charlène, sans pour autant insister. Selon sa mère, elle portait ce jour-là un jean noir avec un aigle doré sur le devant, un t-shirt de la même couleur avec un motif en losange blanc et de grandes chaussures noires. Elle portait peut-être aussi un pull blanc, mais Karen n'en était pas sûre. Le temps que les autorités se décident à enquêter, beaucoup de temps s'est écoulé. Bien qu'ils aient fouillé le quartier, ils n'ont pu retrouver ni Charlène ni ses affaires. La police a notamment interrogé les amis avec lesquels elle était sortie le jour de sa disparition. Il a ainsi été établi qu'elle avait été vue pour la dernière fois vers 23 heures. Les forces de l'ordre ont également visionné des images de vidéosurveillance. L'un des enregistrements montre une jeune fille ressemblant à Charlene marchant vers 21 heures à l'intersection de Dixon Road et de North Pier. Elle était accompagnée d'une femme aux cheveux blonds portant un long manteau. Cependant, ces éléments ne permettent pas d'établir des indices concluants. De plus, cette vidéo a été enregistrée à 21 heures, alors que Charlène a été vue pour la dernière fois à 23 heures. Cependant, comme la police n'avait rien d'autre, cette séquence a été conservée comme preuve potentielle. Les jours se succèdent et l'on ignore toujours le lieu où se trouve Charlène. À un moment donné, Karen, la mère de la jeune fille, a remarqué qu'aucun journal national, ou du moins local, n'avait évoqué la disparition de sa fille. Aucune photo de la jeune fille n'avait été affichée à Blackpool pour signaler sa disparition. Cherchant du soutien, Karen a contacté des représentants d'un journal local pour leur demander de relayer l'histoire de sa fille. En réponse à cet appel, le journal a déclaré avoir entendu parler de l'affaire il y a quelque temps et s'est excusé de ne pas l'avoir rendue publique plus tôt. Des officiers de police leur avaient demandé de ne pas le faire car ils pensaient qu'il s'agissait d'un départ volontaire de la maison et non d'une sorte d'enlèvement. Ces mots ont mis Karen et Bob dans une colère noire, car les policiers ne leur avaient pas dit qu'ils continuaient à considérer l'affaire comme une fuite volontaire. De plus, ils ne comprenaient vraiment pas pourquoi les policiers avaient pris la décision de contacter les représentants du journal pour leur demander de ne pas publier l'article. De toute évidence, les Downs étaient déçus, voire choqués, que les forces de l'ordre, sur la base de simples suppositions, aient refusé à Charlène toute chance d'être retrouvée dès les premiers jours. En effet, si l'affaire avait été rendue publique, quelqu'un aurait pu fournir une piste, mais dans le silence absolu qui régnait, rien de substantiel n'est apparu. De plus, les parents de Charlène étaient mécontents que les autorités se soient appuyées sur leurs propres hypothèses, n'ayant absolument aucune raison de croire que la jeune fille avait fugué. Quoi qu'il en soit, les proches de l'adolescente sont parvenus à attirer l'attention des médias. Ils estiment cependant que de nombreuses personnes auraient pu fournir des informations sur son sort si son histoire avait été publiée dès les premiers jours. Plus tard, les détails de sa disparition ont été publiés dans tous les journaux et même à la télévision pendant des semaines. Mais rien n'indiquait qu'ils auraient eu la chance de la retrouver en vie et en bonne santé. D'ailleurs, dans ce genre de situation, ce sont les premières heures qui sont cruciales pour trouver des pistes ou des traces. Cependant, les craintes des parents de ne recevoir aucune nouvelle se sont avérées prématurées. Peu de temps après la parution de l'article sur Charlène dans la presse locale, les policiers ont commencé à recevoir des centaines d'informations potentiellement utiles. Il s'agissait par exemple d'informations selon lesquelles la jeune fille avait été vue en train de dormir sur le bord de la route ou de se promener dans le centre commercial. Certains témoins ont affirmé avoir vu Charlène morte sur la voie ferrée. La police a vérifié la plupart de ces versions, mais elles se sont toutes révélées fausses. Aucune de ces affaires ne concerne Charlène. Bien que cela n'ait pas été rendu public, les autorités ont également interrogé tous les membres de la famille Downs. C'est notamment le père de la jeune fille, Bob, qui a été interrogé le plus longtemps. Il a d'abord été considéré comme l'un des principaux suspects, car on disait de lui qu'il était un homme violent et qu'il consommait de l'alcool. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'a pas pu indiquer où il se trouvait au moment de la disparition de sa fille. Toutefois,
il y a d'autres raisons de soupçonner Bob d'être impliqué dans l'enlèvement. Les policiers le considéraient comme une personne répugnante et certains étaient convaincus qu'il avait exploité ses filles. Selon eux, Bob était un homme capable de tout, même d'échanger sa famille contre de l'argent pour financer sa dépendance à l'alcool. De plus, lors de la perquisition du domicile des Downs, des sous-vêtements féminins et du vernis à ongles rouges ont été retrouvés parmi les vêtements de l'homme. La police a alors décidé que toutes ces preuves étayaient la théorie selon laquelle Bob avait encouragé ses enfants à avoir des relations intimes. Cependant, lorsque l'affaire a pris une tournure sérieuse, cette théorie s'est révélée infondée. Les autorités pensaient toujours que Bob était un tyran qui battait sa femme et ses enfants. Cependant, il a été révélé que le père de Charlène recevait une aide psychologique pour son trouble de l'identité sexuelle. En réalité, son grand secret était qu'il s'habillait en femme et se faisait appeler Martina lorsqu'il était seul à la maison. Lorsque les policiers lui demandaient ce qu'il pensait de ses préférences sexuelles, l'humeur de Bob changeait radicalement et il devenait plus agressif. Il lui arrivait même de devenir hystérique. Ce comportement a amené les services sociaux à s'inquiéter du bien-être des enfants. Avec le temps, l'affaire Charlène n'a connu aucune avancée et les théories des autorités ont volé en éclats les unes après les autres. Mais la police n'était pas la seule à rencontrer des difficultés. La famille Downs commençait également à se désagréger. C'est au cours de l'été 2004 qu'un travailleur social leur rend pour la première fois visite. Il voulait comprendre la situation de la famille. Au cours de la conversation, Bob n'a pas pu se contenir et a jeté une pomme de terre sur l'assistant social. Quelque temps après, Robert Jr. a été brièvement séparé de son père car on pensait qu'il pouvait représenter un danger pour lui. Le garçon a finalement été remis à ses parents, mais les soupçons de la police n'ont jamais abouti à une inculpation, faute de preuves solides. Malgré cela, l'affaire est restée ouverte et la police a cherché de nouveaux moyens pour faire avancer l'enquête. Elle a rapidement constaté qu'une organisation impliquée dans l'exploitation illégale de mineurs existait à Blackpool. Les autorités pensent que Charlène, comme des dizaines d'autres jeunes filles de son âge, a pu entrer en contact avec des membres de cette organisation criminelle. Les membres de cette organisation criminelle opéraient dans des restaurants de fast-food. Cette théorie a été étayée par des informations sur la famille dysfonctionnelle des Downs. Selon les rapports des services sociaux, Charlene avait fréquemment des contacts avec plusieurs personnes condamnées pour attentat à la pudeur. Il s'agissait surtout d'amis ou de connaissances de ses parents. En même temps, les Downs ont nié que l'un de leurs amis était coupable de tels crimes. L'enquête a permis d'identifier de nombreux suspects potentiels. Cependant, les policiers se sont concentrés sur une théorie particulière selon laquelle Charlene aurait été tuée par une personne qui travaillait dans un restaurant rapide du quartier de Pakistan Alley. Aucune nouvelle piste n'est apparue dans l'affaire de Charlene au cours des années suivantes. L'affaire semblait avoir été étouffée. Cependant, en mars 2006, un homme d'affaires local, David Cassidy, a contacté la police et a fourni des informations qui ont changé le cours de l'enquête. Il affirme avoir appris que Charlene avait été assassinée par 2 personnes liées à un restaurant de fast-food. David a immédiatement fourni leur nom. L'un d'eux est Iyad Al-Batihi, le propriétaire du restaurant Mary Guys. L'autre, Mohamed Reveshi, est l'ami et l'associé d'Iyad. Après avoir reçu ces informations, la police est immédiatement intervenue et a installé des dispositifs d'écoute dans la maison et la voiture de Mohamed. Ces appareils ont fonctionné pendant 4 semaines, après quoi les enregistrements ont été décryptés. Le rapport final indique que les suspects ont souvent évoqué le meurtre d'une adolescente et l'élimination de ses restes. En 2007, Iyad, le propriétaire de Mary Guys, a donc été accusé du meurtre de Charlene et Mohamed, son associé, d'avoir éliminé ses restes. Iyad a également été accusé de l'avoir incité à avoir des relations intimes avec lui peu avant sa mort. Le procès, qui a débuté en mars de la même année, a duré plusieurs mois. Il a été dit au jury que Charlene avait été victime d'une organisation criminelle impliquée dans l'exploitation illégale de mineurs. Il a également été déclaré que l'un des accusés l'avait sollicité pour des relations intimes peu avant le meurtre. Malgré ces allégations, les 2 hommes ont nié les faits qui leur étaient reprochés.
Le procureur a toutefois fourni une description des événements présumés, déclarant que le corps de Charlène avait été découpé en morceaux, enfilé sur un kebab, et que ses os avaient été broyés pour être transformés en coulis. Cependant, il ne disposait d'aucune preuve matérielle permettant de relier les accusés à la victime, car son corps n'a jamais été retrouvé. De plus, les auteurs présumés n'ont pas mentionné le nom de la victime dans les enregistrements. Compte tenu de tous ces éléments, le jury n'a pas pu déterminer la culpabilité des deux hommes. Un nouveau procès a été organisé en avril 2008, mais les préparatifs ont révélé d'importants problèmes de qualité de l'enregistrement audio. Les informations sur la nature de ces problèmes n'étaient pas claires. L'hypothèse a été émise que la personne chargée de la transcription aurait pu tirer des conclusions erronées sur la nature des conversations. Quoi qu'il en soit, les enregistrements audio ne pouvaient plus être utilisés comme preuve. Par conséquent, l'accusation n'a pas pu fournir la moindre preuve et les deux hommes ont été libérés. En outre, Iyad et Mohamed ont reçu 250 000 livres sterling, soit l'équivalent d'environ 314 000 $, à titre de compensation morale pour leur détention et leurs procès illégaux. Par la suite, Iyad a eu plusieurs démêlés avec la justice. Tous ces dossiers concernaient une possible implication de Iyad dans des délits contre l'intégrité sexuelle des mineurs. Il a toutefois été remis en liberté dans chacun de ces cas. Comme je l'ai déjà mentionné, le couple Downs n'était pas heureux. Une nouvelle preuve de cette situation est apparue en avril 2008, soit une semaine seulement après l'échec de la nouvelle tentative de procès. Au cours d'une dispute, Karen a attaqué son mari avec un couteau. Les blessures étant légères, Bob a refusé de porter plainte contre sa femme, arguant qu'elle avait fait une dépression nerveuse parce qu'elle n'avait pas réussi à obtenir justice pour sa fille. Par le passé, les parents de Charlène avaient cru à la version de l'accusation, aussi dévastatrice soit-elle. Mais lorsqu'ils ont vu les meurtriers présumés de leur fille être libérés et même recevoir une compensation, leur frustration a atteint des proportions incroyables. Et comme les suspects étaient d'origine jordanienne et iranienne, la xénophobie à Blackpool s'est ravivée. La perception de l'impunité des auteurs a fourni une excuse aux représentants des groupes d'extrême droite locaux. Ils ont organisé des manifestations et attisé les tensions déjà existantes, soulignant que justice n'avait jamais été rendue à Charlène. En octobre 2009, on a appris que la commission indépendante des plaintes contre la police examinait le matériel recueilli dans le cadre de l'enquête sur l'affaire de Charlène. Elle s'intéressait principalement aux transcriptions des enregistrements audio. Selon les représentants de la commission, l'enquête a non seulement été inefficace, mais aussi dénuée de professionnalisme. En conséquence, 7 officiers de police ont été mis en cause sur le plan disciplinaire pour toutes les violations identifiées. Pendant ce temps, Emma, l'une des grandes sœurs de Charlène et âgée de 24 ans à l'époque, a été jugée pour une agression raciste contre un jeune homme. L'homme qu'elle a battu s'appelait Tariq et il était le frère cadet d'Iyad, déjà connu des services de police pour une affaire liée au meurtre de Charlène. Le premier jour du procès, Emma a plaidé coupable pour agression, précisant qu'elle n'avait pas agi pour des raisons raciales, mais parce que le meurtrier potentiel de sa sœur n'avait jamais été condamné à une peine. Finalement, le tribunal a accepté son plaidoyer pour voie de fait simple, un délit moins grave ne requérant pas de peine d'emprisonnement. En 2011, une nouvelle bagarre impliquant un membre de la famille Downs a donné lieu à un nouveau procès. Cette fois, Robert, le jeune frère de Charlène, a reconnu devant le tribunal qu'il avait agressé Mohamed, un homme accusé par le passé d'avoir éliminé et dissimulé la dépouille. Un peu plus tard dans l'année, la famille Downs a reçu un avertissement officiel de la police pour avoir distribué des tracts incriminant Iyad et Mohamed dans le meurtre de Charlène. Cependant, la véritable bombe d'information a explosé en 2014 lorsque le Times a publié des allégations à l'encontre de Karen et Bob. Des représentants du journal ont fait état de documents ayant fait l'objet d'une fuite, selon lesquels les services sociaux et la police des West Midlands avaient lancé une enquête conjointe sur le couple. L'accent a été mis sur des événements qui se sont déroulés en 1999, peu avant que la famille ne déménage à Blackpool. Il a été rapporté qu'un homme ayant déjà été condamné pour attentat à la pudeur sur des mineurs se rendait régulièrement au domicile des Downs. D'autres révélations choquantes ont également été faites par l'équipe du journal, notamment le fait que le déménagement des Downs a eu lieu juste après que la jeune fille se soit rendue dans un hôpital du West Midlands. Le rapport du Times mentionne également plusieurs hommes qui se sont présentés au domicile familial après avoir rencontré Bob dans un pub local. L'un d'eux a affirmé que Charlene était sa petite amie,
tandis qu'un autre a reconnu avoir payé le père de la fillette pour avoir des relations intimes avec elle. Tout cela a rendu les Downs célèbres, sans pour autant prouver leur implication dans la disparition de leur fille. Après tout ce battage médiatique, l'enquête sur l'affaire a été suspendue. De nouveaux éléments sont apparus en août 2017, lorsque des policiers ont arrêté un homme de 51 ans nommé Nigel Lloyd. Les autorités ont trouvé étrange le fait que Nigel ait abandonné son entreprise et déménagé de Blackpool à Preston au moment même où une adolescente avait disparu. Cependant, après un interrogatoire de 48 heures, l'homme a été relâché car les policiers n'avaient pas de preuves tangibles pour le retenir. Quelque temps après, Karen a publié un livre qui était une sorte de réponse à l'article du Times. Elle y explique que Bob et elle avaient un cercle d'amis comme tout le monde, et que l'un d'entre eux passait la nuit chez eux de temps en temps. La plupart du temps, c'était lorsqu'ils avaient bu. Karen a également précisé qu'elle ne vérifiait jamais les personnes que Bob amenait chez eux. Elle ne pensait pas que c'était nécessaire, étant donné qu'il s'agissait d'habitants du pays. Karen pensait en tout cas qu'il n'avait aucun contact avec Charlène ou les autres enfants. Mais au moment de la parution de ce livre, il était trop tard. Le public, au sens large du terme, s'était déjà fait une opinion sur la situation. Alors qu'au début de l'enquête, presque tous les membres de la communauté avaient sympathisé avec les parents de Charlène, des détails désagréables sur leur vie ont commencé à apparaître, et tout le monde a commencé à les blâmer pour ce qui s'était passé. Mais, comme pour toutes les autres hypothèses apparues au cours de l'enquête, ni les autorités ni quiconque n'avaient de preuves. Malgré cela, de nouvelles allégations à l'encontre des parents de Charlène ont continué d'apparaître dans les médias. Elles concernaient principalement leurs contacts présumés avec des personnes ayant purgé des peines pour des délits commis sur des mineurs par le passé. Ces mêmes allégations ont été mises en lumière dans un documentaire en 3 parties intitulé « The Murder of Charlene Downs », le meurtre de Charlene Downs, sorti en 2019. Dans ce film, Karen a de nouveau été interrogée sur le fait de savoir si elle avait laissé entrer chez elle des hommes au passé douteux, et elle a admis qu'un jour, un invité lui avait dit qu'il avait des sentiments pour Charlène. Selon elle, elle l'a immédiatement réprimandé et il ne lui a plus jamais rien dit de tel par la suite. Bob a également été interrogé sur les hommes qui passaient la nuit chez lui et a répondu qu'il n'avait jamais vu les enfants interagir avec l'un ou l'autre des invités. Après avoir regardé ce documentaire, il est devenu évident que Karen et Bob n'étaient tout simplement pas des parents normaux. Bien que leur culpabilité dans la disparition de leur fille n'ait jamais été établie, la plupart des personnes ayant suivi l'enquête s'accordent à dire que Charlène n'a pas bénéficié d'une attention parentale suffisante et qu'elle a vécu dans la pauvreté. En outre, la toxicomanie de son père, ses problèmes de santé mentale et ses relations avec des étrangers ont aggravé la situation. Tous ces facteurs font de Charlène, comme les autres enfants Downs, des personnes en danger permanent. Toujours en 2019, Renee Crampton, une militante pour la justice, a manifesté. Elle a créé un groupe appelé Real Justice for Charlene Downs sur l'une des plateformes de médias sociaux. Elle a également contacté une source anonyme qui lui a remis plusieurs dossiers officiels et a constaté que de nombreux aspects de l'enquête n'avaient jamais été couverts par les médias. Selon elle, il était évident dès le départ qu'Iyad et Mohamed n'avaient pas tué Charlène, car les autorités ne disposaient d'aucune preuve. De plus, les récits des témoins étaient contradictoires. Pendant qu'elle menait sa propre enquête, plusieurs années se sont encore écoulées. Pendant ce temps, Robert, le frère de Charlène, toxicomane et apparemment profondément déprimé, est mort d'une overdose. Bien qu'il ait fondé sa propre famille, il ne s'est jamais remis de la disparition et de la mort présumée de sa propre sœur. Les parents Downs ont donc dû subir une nouvelle perte. Fait remarquable, comme par le passé, la responsabilité de ce qui s'est passé a été rejetée sur eux par le public.